Taxi FM. Les parents montent le ton. Sur Taxi FM. Vous êtes les bienvenus sur Taxi FM. Une fois encore, nous sommes très heureux de vous savoir avec nous pour un nouveau numéro donc de l'émission Les parents montent le ton, avec un thème aujourd'hui assez intéressant puisqu'il y a déjà quelques réactions sur nos plateformes. Et comme toujours, justement, conseiller Laurent Afoudi qui est avec nous, et on est toujours rempli d'émotions et toujours heureux de le savoir avec nous. Ça nous fait plaisir puisque c'est un peu l'homme confiance des parents. Question famille aussi, ça me rend de plus en plus crédible. Tu vois, donc bienvenue. Ça va, sinon il fait chaud quand même dans le pays, hein. À part les infos qui circulent, il fait très chaud, hein. Oui, non mais il fait bien évidemment chaud. Bonsoir chers auditeurs de Taxi FM. C'est toujours avec le même plaisir que je suis là pour qu'ensemble on puisse apprendre les uns des autres. Nous sommes là pour les parents, nous sommes là pour les enfants, et donc nous sommes là pour la famille. Au dehors, c'est vrai, il fait très chaud même là où nous sommes. Non mais ici il fait frais quand même. Tu as vu Lina qui pas aussi frais que ça. Si ce n'était pas le climatiseur qui nous trompe, sinon il fait pas aussi frais que ça. On est dans la fraîcheur mais le cerveau est chaud. Bon, je vois où tu vas. C'est pas ma direction. Donc je préfère m'abstenir. Voilà. Le coach Eric Bonin toujours présent également. On va dire ça va comme on veut, hein. Vivant et béni pour le meilleur des cas. On regresse tout simplement. Tout simplement. Et je garde le meilleur pour la fin. Tant pis pour les jaloux, d'accord. On a la chance d'avoir un nouvel invité aujourd'hui qui est parmi nous. On va le laisser se présenter justement. Oui, nous vous écoutons. Bonsoir chers auditeurs. Moi c'est Atiogbe Kofi Messan. Atiogbe Kofi Messan. Il n'y a pas de nom européanisé. Félicitations. Non. Merci beaucoup. Et vous êtes Je suis consultant en orientation scolaire et professionnelle axé sur les capacités de la personne. Ah, ça c'est beaucoup de portefeuille, hein. C'est pour juste préciser que ce n'est pas une orientation basée sur les notes et les diplômes. Ok, d'accord. Ce que la personne a comme ressources intrinsèques en lui. C'est une particularité de l'orientation. Donc ça veut dire on peut ne pas aller très loin dans les études. Bon, si on a fait par exemple 5e, 3e... et que on vienne vers vous, on peut savoir comment s'en sortir, quoi. C'est pas obligatoirement avoir le bac, proba, bon, oui, ce genre de diplôme. Dans une certaine mesure, on a besoin quand même d'aller à l'école. Mais selon vous, on peut s'arrêter où? Parce que les temps sont durs. Donc, on va dire ça pour les parents qui n'en peuvent plus. Non, il faut qu'on soit logique, hein, pour les parents qui ne peuvent plus. Du temps qui est dur, mais chacun de nous a une destination dans la vie. C'est ça. Travail. Okay. Et si votre travail vous demande peut-être d'avoir un master, il faut aller au master. Si votre travail demande d'avoir une licence, il faut aller à la licence. Si votre travail demande d'aller au doctorat, il faut aller au doctorat. Mais on avant... ne va pas juste en l'air. Et tout simplement, il faut d'abord découvrir son travail et se former pour. D'accord. Pour beaucoup aujourd'hui, on se jette dans la formation et à la fin, on cherche à trouver un travail. Et ce n'est pas la bonne démarche. C'est pas la bonne démarche. En allant quelque part, il faut définir la destination d'abord et ensuite on prend le chemin pour y aller. On ne se jette pas sur la route et puis on atterrit quelque part. Mais on définit d'abord là où on va et on cherche le chemin pour y aller. La destination c'est le travail, la filière de formation, la série, c'est le chemin qui y mène. Alors vous êtes très structuré, hein, donc vous avez échappé à ma question parce que je tenais, j'ai compris que j'ai pas affaire à quelqu'un de simple. Mais n'empêche, j'insiste toujours. Par exemple, quand on n'en peut plus, voilà, les parents n'ont pas les moyens, on est en classe de 5e, 3e, on arrête, on va pas se dire qu'on va se mettre dans la rue. Quand on vient vous voir, vous pouvez orienter cette personne selon son niveau, l'échange avec vous. Oui, nous pouvons orienter la personne, mais il peut arriver que le travail que la personne est appelée à exercer lui demande de continuer les études. D'accord, ok. Et donc là, il est important de retrousser les manches. Encore. Et de mener le combat pour y arriver. Parce qu'il s'agit d'arracher ce dont on a besoin et non de s'asseoir, croiser les bras pour que ça tombe du ciel. En fait, tout n'est pas facile. Hein. Non, rien n'est facile. On a l'impression que... Rien n'est facile. Et quand c'est facile, il faut avoir peur.
Quand c'est facile, il faut avoir peur. Parce qu'il faut se donner, se défoncer, il faut se surpasser pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir y arriver. Donc c'est un message qu'on va adresser aux parents. Il y en a qui sont des faiseurs d'enfants. Ils ont des femmes et c'est des mères poules, sans pour autant savoir que l'avenir peut être compliqué. Et tu vois, c'est pas un jeu quoi. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un jeu. On a la chance d'avoir une jeune dame qui a la tête sur les épaules. Donc Lina Mensa, comment vas-tu ma très chère? Je vais très bien, merci. Pas trop influencée parmi les hommes. 80% de mes amis sont des hommes, alors il n'y a aucun problème. Donc ça va, tu te sens bien? Très bien. Très bien, très bien. Du coup, c'est ta première dans cette émission. On est très heureux d'avoir justement une dame qui valorise justement un autre milieu, parce qu'on parlait tout à l'heure des influenceuses, c'était un autre débat. Alors toi, tu es photographe en fait. Alors explique-nous un tout petit peu ton métier. Tu vois, ça surprend souvent les gens. Quand je dis Lina Mensa, ah bon? Pourtant, voilà. Alors, moi, je suis curieux. Photographe, c'est quelqu'un qui a choisi pour toi ou bien c'est toi qui a choisi? Ah, très intéressant. Voilà. C'est la photographie qui m'a choisi. Ah. Bon. Avec licence ou bien niveau 5e? Alors, niveau ADN, on va dire ça. Niveau ADN. Voilà, donc suivez notre regard. Là, on t'a perdu. Je crois que les députés ont du travail. Là, toi, depuis longtemps, je sens que tu as envie de plomber cette émission. Je sens que tu veux conseiller Laurent. Je me conseille. Ouais. Alors, niveau ADN. Oui, Okay, alors je suis photographe comme mes parents, papa et maman, et comme leur papa, tous les deux aussi. Ah, ok. Maintenant, j'ai un master professionnel en sciences de l'éducation. Mais juste avant ma soutenance de master, j'ai exposé une série de photos dans mon école. Et juste après, j'ai réussi un concours pour participer à une résidence organisée par le Goethe Institute et Phototol de l'Afrique du Sud, donc qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que s'il n'était pas question que j'aille chercher du travail du coup, que je peux créer, je peux faire de l'argent quoi avec cet ADN là. Donc monsieur Jean, on est sur la bonne voie là, donc elle ça va. Oui, d'une certaine façon, je sais dans mon travail que les enfants héritent leur talent de leurs parents. Et c'est évident d'une certaine façon pour moi. Mais ça ne veut pas dire que pour tous parents, ton grand-père est avocat, je suis avocat, tu seras avocat. Non, il y a des parents comme ça qui insistent. Il y en a. Tu fais pas autre chose. Ou parfois quand le père a voulu être médecin et il n'est pas arrivé, mon fils, ma fille doit rattraper ça pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Ça vient du cœur, tel qu'elle a parlé. Quelque chose dans son cœur par rapport à ça, et le déclic est arrivé, elle a compris qu'il n'y a pas besoin de chercher midi à 14. Mais quand vous avez des parents, bon si c'est même pas dans notre thématique du jeu, quand vous avez des parents qui disent qu'ils ont les moyens, donc va avocat, ou 13 ans, 14 ans médecine, ou j'ai l'argent, donc vous allez y aller, mais il y a ce qu'on appelle le mal-être professionnel. Vous êtes dans le travail, dans l'activité, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes frustré, vous attendez juste peut-être la fin du mois pour avoir le salaire, et ce salaire ne comble pas ce vide. C'est très malheureux. C'est vraiment malheureux. Et beaucoup vivent ça aujourd'hui. Il y a plus de 50% des travailleurs togolais qui ont envie de changer d'emploi. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas à leur place. D'accord. Et ça, c'est la cause de plusieurs maladies qu'on vit aujourd'hui. Il y a le recrudescence de crise cardiaque, des problèmes de tension, des problèmes cérébraux, des cas de suicide, des dépressions, tout ça. Voilà, c'est tout ce qui est à la cause. Parce qu'on ne sent pas bien. L'œil qui voit n'est pas fatigué de voir. Il voit. Mais quand tu es voyant et tu fermes les yeux, à un moment donné, tu es dérangé. Pourquoi ne pas ouvrir les yeux pour voir? Le nez respire, sent et est à l'aise. Et on respire même de manière inconsciente. Ça marche. Mais boucher le nez, à un moment donné, ça ne passe pas. Bon, j'ajoute à votre profession philosophe aussi. J'explique pas des images que je exactement. J'aime bien intervenir. Il a dit tout de suite qu'il n'a pas fallu chercher de midi à 14h. Mais ce n'est pas vrai. Il a fallu passer près de 9 ans à l'université, à faire
et la photo à côté et les études avant gagner des concours, avant de faire comprendre que c'est possible de vivre en faisant ce que je fais. Donc, et d'ailleurs là, actuellement, le combat n'est pas encore fini. Donc, ce n'est pas aisé de choisir de faire un métier où, voilà, justement, les femmes... Mais est-ce que tu te faisais pas chier quand tu étais sur les bancs, là? Tu savais que je vais faire de la photo. Donc, quand on te parlait d'histo, géo et compagnie, tu devais te dire, cela encore... non. Au fond, c'est même pas de la photo que je voulais faire. Hein. Ah bon? Okay. J'étais tentée par plein de choses. Parce que grâce à papa, j'avais la chance d'aller aux événements de mode, de puisqu'il est photographe d'ailleurs. Et tout ça. Mais juste pour regarder. Parce qu'au lieu, il n'aimait pas que je passe tout mon temps devant la télé. Donc tu aimes un artiste, tu vas à son concert. Ton père? Oui. Qui disait ça? Oui, j'ai fêté ça, c'est père modèle. Hein. Je crois que j'ai fêté mes 11 ou 13 ans à la Hot Jam. Et genre concert de Ali Jason, il y était défilé de mode. Ton père, il est né ici? Oui. Ok, d'accord. Tu vois ce qu'il a invité. Donc, au fond, il n'était pas conscient de ce qu'il était en train de semer. Et évidemment. Oui. Donc, Il le savait. Peut-être. il m'a dit qu'il savait pas que c'était ça qui aura comme conséquence. Il voulait juste que je sois épanouie. Oui, lui, il voulait que tu l'aies épanoui. Résultat, aujourd'hui, tu l'es. Voilà. Bon, maintenant, le plus, le bonus. Voilà. Intéressant, vraiment intéressant. Ah, c'est loin du thème du jour, hein. On aurait pu rester dans cette ambiance, mais n'empêche, le sujet du jour est aussi palpitant que justement triste. Donc, prédateur sexuel, mode d'opération, sur le mode opérateur, astuce pour justement s'en échapper. On a la chance d'avoir une jeune demoiselle avec nous. On va dire la plupart du temps, une fois qu'on est jeune fille, on est parfois harcelé. Hein. Ça, c'est une parenthèse. Ça t'arrive d'être harcelé dans la rue, des hommes où tu as un événement avec ton appareil photo, tu es concentré pour trouver un plan pour les photos et tu as des jeunes garçons qui sont là. On veut savoir comment tu vas, numéro de téléphone, tout ça. Ça c'est naturel. C'est naturel, d'accord. Il n'y a pas papa pour donner un coup de pied parfois. Parce que lui, il a créé sa fille, c'est une voix fléchée. Hein. Il sait ce qu'il veut pour sa fille. Non, en fait, il y a une expression, aujourd'hui, on dit dépaporiser. Donc, quand je reviens, on en parle. Chacun parle de sa journée. Et puis, voilà, les potentiels prétendants et tout. On voit le profil le plus intéressant et le dangereux aussi. Ton père, il voit le profil le plus important. Non, on analyse. Avec papa? Oui. Hein? Je suis pas sûr que c'est le Non, là, je t'assure. C'est pas sûr que c'est monsieur Ellis. En fait, c'est un monsieur qui réside au Togo. Mais pas au Togo. Son esprit est courageux. Bon, il faut pas toujours prendre ça comme ça, puisque l'extraordinaire aussi est possible au Togo. Ça dépend de qui nous sommes. Notre ami philosophe. Un beau cocktail là. Un beau cocktail. Papa, il sait que tu es là. Il écoute. Donc il écoute en ce moment. Je pense bien, oui. Ah, d'accord. Bon, potentiel profil, mais pour le moment, bonsoir, big up, félicitations, voilà. Et beaucoup de courage pour la suite. Voilà. Tu es seul? Oui, je suis son seul enfant. Tu es seul? Oui. Ah, dommage. Vous aurez pu être plusieurs, on va voir comment il va répliquer la méthode pour avoir beaucoup plus de résultats. Non, mais et pour le moment, il n'y a aucun profil qui se dégage? On n'en parle pas pour le moment. D'accord. Il est au courant des profils, mais vous n'en parlez pas pour le moment. Non, pour les gens ne sont pas censés savoir. C'est une question de famille. Voilà. Oh, c'est une question de famille. Oui. Et parmi les profils qui ont l'air d'aller, ils sont photographes ou J'ai déjà répondu à cette question. Les gens ne sont pas censés savoir. Sinon, le jeune photographe qui écoute peut se dire, c'est lui. Il faut que le bébé sorte pour que tout le monde le voit. Exactement. C'est en gestation. Pas que je savoir le sexe du bébé. Oh, c'est dommage, on aurait dû avoir papa, il serait un super enquêteur pour pouvoir déterminer le profil du prédateur sexuel de cette émission. Papa est déjà dans l'enquête. Elle est dans l'enquête et c'est avec elle, avec papa, que ça se cuisine en douce. Tranquillement. Mais en tout cas, moi j'aime la procédure. J'aime beaucoup apprécier la procédure. Oui, exactement. C'est une formule. Dans le micro, vas-y, hein, tu peux le dire dans le micro. Oui. C'est une formule. En fait, c'est que j'avais jamais vu la chose sous cet angle-là. Ouais.
Et il faut quand même certains préalables pour que ça marche. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être très utile. À la longue, ça peut être vraiment très utile. Oui, en réalité, c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. C'est malheureusement à nos récentes générations que ces genres de choses ne se font plus véritablement. Parce que avant, si c'était avant, on n'aurait même pas besoin de sa présence pour étudier les profils. En tout cas, on n'aurait pas besoin. On est très d'accord. Voilà, donc avant les parents étudiaient entre eux ces profils et viennent informer l'enfant du profil choisi pour lui. Et sa réponse ne devait prendre qu'une seule direction. Oui. Et c'est bon, et c'est bon. Tout dessiné pour toi. Tu viens, tu prends, et puis bon, allez, go. Et je crois même que si on avait réussi à rester attaché à cela avec quelques petits ajustements, ça aurait été la meilleure. Il y a beaucoup de misère aujourd'hui qu'on n'aurait pas vu sur ce chapitre-là. Exactement. Mais si tu permets, juste pour savoir, et maman dans tout ça, elle participe aussi à la discussion? Alors, ils sont... Au fond, c'est le genre de couple complémentaire dans le sens où chacun a sa spécialité. Donc, il y a le papa cool. Les deux sont cool. Maintenant, chacun sait comment est-ce qu'on discute avec moi selon ses qualités. Donc, avec papa, c'est ce genre de discussion qu'on a. Avec maman, il y a un autre discours. Un autre volet. Voilà. Maman n'est pas dans les profils. Non, chacun sa spécial. Il y a des choses que tu abordes avec quelqu'un à cause de ses talents, de ses compétences. Voilà. Sans blague. Non, c'est une famille assez structurée. Je veux dire que on a devant nous un cas qui explique mieux même le sujet qui nous rassemble. Oui, parce que c'est pour ça que je disais, si papa était là, détecter un prédateur sexuel, il a étudié beaucoup de profils, donc il va nous dire justement. Revenons nos moutons, justement, pour ne pas trop nous égarer. Du coup, donc, prédateur sexuel, donc mode opération, astuce pour en échapper justement. Est-ce qu'aujourd'hui, pour les parents que vous êtes, puis voilà, des hommes avisés aussi, femmes avisées, est-ce que lorsqu'on évoque justement le cas des prédateurs sexuels, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, ou c'est quelque chose qu'on va dire qu'on vit justement dans notre société? Lina, t'inquiète, tu auras la parole tout à l'heure parce que tu vas servir de cobaye aujourd'hui. Sois-en sûr. Oui, notre cher penseur, philosophe. Alors dites-nous tout. Si vous avez déjà entendu parler, ou si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ou si vous avez un proche. Je dirais que j'en entends parler. Et pour moi, le fait que vous vous adressez à la seule femme parmi nous me surprend un peu. Parce qu'aujourd'hui, le prédateur sexuel est sur les deux côtés. Il y a la femme qui est prédatrice sexuelle et l'homme qui est prédateur sexuel. Donc l'homme est la victime comme la femme est la victime. L'homme est le prédateur comme la femme est la prédatrice. Donc sur ce plan, tout le monde est victime, tout le monde est prédateur. Tout le monde est prédateur. Oui. C'est pas beau pour nous quand vous dites tout le monde est prédateur. Comment on définit un prédateur justement? Comment on le définit? Conseiller Laurent Afoudi, je reviendrai à l'explication du justement, j'ai une définition en face de moi qui me dit, je ne suis pas allé chercher loin, j'ai voulu avoir la plus simple possible. On me dit qu'un prédateur sexuel est une personne considérée comme obtenant ou tentant d'obtenir des actes sexuels avec une autre personne d'une manière métaphoriquement prédatrice ou abusive. Donc simplement quelqu'un qui utilise voies et moyens pour obtenir de l'autre, de la personne en face, des faveurs, des services en fait sexuels, mais pas de manière réellement consentante. Voilà, donc même s'il y avait un consentement donné, que le consentement ne soit pas éclairé. Exactement. Donc la personne utilise ses manies et tout, manipule, pour être direct, la personne manipule sa cible, sa victime pour avoir des faveurs sexuelles. Même si la personne, on se dit entre griffes consentante, elle n'a même pas conscience qu'elle est manipulée. Effectivement, elle n'est pas au courant de tout ce qui se trame. Est-ce qu'il y a un âge, mon très cher, il y a un âge pour celles et ceux justement à qui on pourrait coller
justement selon le fait d'être prédateur ou prédatrice sexuelle? Non, pour moi, il n'y a pas d'âge. Et on le dit souvent, aux âmes bien nées, la valeur tape l'homme des années. Ah, vous êtes en train d'apprécier donc les On aime bien pour ça là aussi. voilà quoi. Vous êtes en train d'apprécier ou comment? Oui, et je peux vous assurer, il y a des choses aujourd'hui que nous héritons de nos parents. Il y a des parents qui ont une certaine attitude, à telle enseigne que quand ils font des enfants, l'enfant n'a même pas encore appris que c'est sur l'attitude, mais il y a un prototype qui est dans l'enfant et manipule ça très bien. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas un âge, ça veut dire que peut-être on est en famille, donc il y a des prémices ou en société, l'environnement du petit ou de la petite, il y a des prémices en fait qui feront de lui ou d'elle. Je ne dirais pas que c'est l'environnement qui le fait, mais par exemple, je prends l'exemple d'un père qui est un coureur de jupons attitré. Il peut arriver que c'est-à-dire qu'il est tellement coureur de jupons, il est expert en matière et il a tellement fait. Vous en connaissez la manière dont vous en parlez? Non, il y a tout dans cette société aujourd'hui. Et donc ce père a un enfant et puis il peut arriver que l'enfant à partir de 7, 8 ans commence pas à avoir cette attitude-là. Mais on se demande, mais il a appris ça où? Qui lui a appris ça? Non. Mais quand on fouille bien, il a hérité. C'est venu de son père. Il a pris ça de son père et puis il est parti avec. Et tenez-vous bien, puisque son père l'a fait, il sera plus expert que son père en la matière. Alors avec vous, ça va en crescendo, hein. Le bon maître produit un disciple qui va au-delà de lui. Il n'y a pas encore un verre de... Je suis un maître et que j'ai un disciple que j'ai bien formé, il fera au-delà de ce que j'ai fait. Et c'est en ça que j'ai été un bon maître. Exactement. Si le disciple ne me dépasse pas, bon, pour tous ceux qui nous entendent, qui sont prédateurs sexuels, on vous demande pas d'être excellent. Il y a souci quand même, donc du coup. Alors maintenant, Lina Messa, as-tu déjà entendu parler justement de ce fait-là? Voilà, des prédateurs sexuels, des gens qui manipulent les uns les autres pour des faveurs sexuelles. Oui, manipuler, c'est une chose. Mais il y en a qui n'ont pas le temps d'organiser un plan de manipulation. Il y en a qui y vont frontalement. Ça veut dire? Qui agressent. Ok. Ouais. Des deux côtés. Les sujets que j'aborde le plus sont souvent autour de la question de la femme, des violences faites aux femmes et tout, comment les célébrer aussi. Mais dans mes recherches, j'ai eu à écouter des hommes qui ont été victimes d'agressions, d'autre part des femmes. Par des femmes pendant leur enfance. Il y a des domestiques, des parents, des voisines, des personnes nantis qui en échange de cadeaux, c'est de la manipulation. Mais d'abord par la force et puis après si c'est un enfant, on essaie de l'amadouer, on dit non mais il n'y a rien et tout. On leur donne des cadeaux et voilà. Donc, ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Et ça recommence pendant des années. Donc le manipulateur peut être le voisin, le parent. Oui, ça peut être aussi un inconnu qui se pointe au quartier proche d'un collège et qui guette. Donc il cherche ici, il essaye de voir des âmes sensibles, ceux avec qui on peut... Ça passe pas avec tout le monde en fait. Non, il a souvent un schéma de filles qui lui plaît, des couleurs de peau. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime les rousses. Non, on est loin, on est comme Dester et compagnie. Hein. Attention, on est un peu loin, ça devient un peu des malades mentaux. Mais eux, ils sont pas forcément... c'est pas forcément un profil, mais toute personne parfois naïve, sensible... dans des conditions qui sont pas très suivies par la famille, l'entourage. Et puis voilà quoi. Donc vous confirmez aussi, hein, comme tu dis, donc aussi bien les filles que les hommes. Oui. Et comment eux ils s'en rendent pas compte justement les hommes, parce qu'on se dit des fois c'est des machos, ils sont aguerris. Comment ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés pour des faveurs sexuelles ou Mais attendez, quand vous êtes manipulé, il doit vous falloir un niveau d'intelligence ou de vigilance pour vous rendre compte qu'on est en train de vous manipuler. Hein. Sinon, presque partout, tout le monde cherche à manipuler pour avoir son résultat. Presque en toute chose. Même
En famille, souvent, nos parents nous manipulent pour nous faire des choses. Ah oui, mais c'est après avoir fini ou c'est après des années qu'on se rend compte qu'en fait, les parents nous manipulaient en fait. Oui, celui qui se veut prédateur ou qui agit dans cette logique-là a une longueur d'avance sur sa victime et sait comment s'y prendre. Donc, la personne, certaines fois, comment est-ce qu'il procède? Il vous met en confiance. La personne vous met en confiance et d'autres fois on vous rassure même que ça n'a rien à voir avec, ça ne va même pas dans ce sens-là. Jusqu'à ce qu'on se rende compte, c'est carrément cela. Et les plus grosses victimes, ce sont les enfants. Les plus grosses victimes, ce sont les enfants. Parce que les adultes, avec un peu de réflexion, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas par ici là. Oui, bon, en tout cas les adultes de l'autre génération. Parce que les adultes de cette génération, franchement, c'est presque des enfants. On est tous... malheureusement. Les adultes d'aujourd'hui sont des enfants. En fait, oui, les adultes d'aujourd'hui sont la plupart des enfants. Les enfants, c'est seulement un âge qu'ils sont adultes. Sinon, on va en parler dans une autre émission. Parce que je veux bien comprendre à quel point on peut en arriver là. Donc, votre constat. Non, malheureusement, puisque la base, ce qui fait d'une personne un adulte, n'a pas été là. Ce sont les valeurs, c'est l'éducation, c'est l'ensemble de bonnes informations qui donnent cette capacité-là de réagir en adulte. Mais quand vous n'avez pas ces informations, vous n'avez pas ces valeurs-là, quel que soit votre âge, vous restez enfant au fond de vous. Et je vous assure qu'il y a des femmes de la trentaine, de la quarantaine aujourd'hui, qui croient toujours au conte de fées. Au conte de fées, comme on le dit. Qui croient qu'ils sont attachés au conte de fées. Alors vous êtes en train de niquer le bonheur de certaines femmes qui se disent qu'il y a l'amour, il y a le rose, on s'aime. Vous êtes en train de... Non, parce qu'à un âge donné, on ouvre les yeux sur la réalité. Bon, Lina, toi, tu penses pas qu'il y a le prince charmant dans le profil qui arrive? Tu n'es pas dans les... il n'est pas en train de détruire ton château de cartes, là? Au fait, il n'y aurait pas eu ça, rien de tout ça, s'il n'y avait pas des rêveurs. Il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de téléphone, rien. Ah, vous avez vu, on a des gens qui nous amènent dans des sphères. Hein, donc, on se perd puis on se retrouve rapidement. D'accord. Voilà, donc du coup, il fallait tout ça, il fallait tout ce bordel pour pouvoir créer un monde... tel qu'il est. Voilà. Ok. D'accord. Tu disais tout à l'heure que dans tes recherches, on constate que ces prédateurs ou prédatrices sexuelles peuvent être des gouvernantes, peuvent être donc dans la famille, peuvent être. Et comment ils s'y prennent? Bon, au-delà des bonbons, tout ça, voilà. Qu'est-ce qui ressort de ton enquête en fait? Est-ce que vous avez détecté un profil particulier ou non? Non, au fond, il n'y a pas un profil spécifique. C'est l'envie juste de se satisfaire. Parce que ces personnes peuvent se retrouver dans n'importe quelle couche de la société. Ça peut être un DG, la secrétaire, j'aimerais bien voir ça, hein, la secrétaire qui va justement défoncer son patron. J'aimerais bien voir ça. C'est le contraire. Bon, voilà. Donc il y a un peu de tous les profils, mais si on est tous en danger là finalement, puisque on sait pas. Mais on doit aller. Forcément, quand on voit un, on doit savoir que celui-là on peut pas être pote avec lui. Je sais pas, dans les discussions, on n'arrive pas à détecter ça ou il faut qu'il y ait l'acte déjà et puis après. Un psychologue peut en détecter et on peut quand quelqu'un ressent une certaine sensation de domination quand il se met avec quelqu'un qui est consentant ou dont il n'est pas sûr du consentement, mais qui n'est pas peut-être même pas sensibilisé sur la chose, cette personne-là doit se poser des questions. En fait, chacun doit prendre le temps de se connaître, d'analyser tout ce qu'il fait chaque jour. De savoir avec qui on est. Voilà. Mais les ados, c'est pas évident pour eux. Non, pas que les victimes seulement, hein, même la personne. L'agresseur, c'est un être humain, c'est une créature comme nous, comme tout le monde. Donc il faut que chacun, lui-même. Voilà. Ah ben tu veux l'empêcher de faire ce qu'il veut. Si tu dis ça. Donc, est-ce que au fond, nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Nous sommes des êtres bons à la base. Donc moi je crois en ce petit truc là, cette petite lumière qui est en chacun, et donc si on trouve le moyen, en tout cas ce que je fais c'est sensibiliser avec l'art,
Donc, ce que nous sommes en train de faire, on est en train de travailler pour que demain, le prédateur d'hier se répande et devienne une meilleure version personne, de lui-même. Voilà. On va écouter Marthe Faré, qui est donc coordonnatrice du collectif Non c'est non, qui nous donne un peu des profils justement, des supposés profils donc de ces prédateurs ou prédatrices donc sexuelles. Bonjour, je suis Marthe Faré, coordinatrice du collectif Non, c'est non. En fait, pour le mode opératoire, il n'y a pas de mode opératoire prédéfini, sauf que il est démontré que les prédateurs sexuels identifient leurs victimes. La plupart du temps, en se basant sur des critères de vulnérabilité, le célèbre cas que nous avons traité, la personne en question s'entourait de jeunes filles venant de situations de famille difficiles. Des jeunes filles qui n'étaient pas également dans un cadre familial structuré, des orphelines, des jeunes filles en difficulté financière ou sociale. Cette personne assurait leur donner protection et dès que il avait la confiance de ces dernières, il commençait par en abuser sexuellement, il promettait le mariage à certaines, il essayait de se faire accepter par ces personnes. Dès que il se positionne comme protecteur, etc., c'est fini. C'est là-bas que toutes les dérives commencent. Et ça, c'est la méthode, disons, des prédateurs sexuels. Identifier une ou des victimes, et que ce soit des victimes, la plupart du temps, forcément vulnérables, sur qui peut avoir de l'emprise, et ensuite dérouler ces opérations. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le prédateur sexuel. Les parents montent le ton sur Taxi FM. Alors quelques pistes donc que nous proposait tout à l'heure donc Marthe Faré du collectif Non c'est non. Donc du coup on a un peu d'idées mais généralement les parents on peut dire qu'ils sont peut-être endormis parce que on a des foyers où vous avez des jeunes ados qui sont victimes justement de leur oncle, parce qu'on peut dire tout le monde est dedans généralement. Comment on y arrive à ne pas faire attention à tout cela? Comment ça peut nous échapper en tant que parents? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Oui. Alain, tu n'es pas sans savoir que même devenir parent s'apprend. Être un bon parent s'apprend. Ça ne s'improvise pas. Malheureusement, on n'a que les... C'est pas l'acte sexuel qui fait de... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, l'acte sexuel, même les animaux le font. Ouais, donc ça ne fait Ils pas... ont conscience que c'est ce qu'ils font ou les animaux ou les humains? Les animaux. Je ne suis pas encore animal, donc c'est pas... On est la version animale la plus élevée, nous. Je suis docteur de raison. Bon, ouais. Voilà. Donc, dire que... en fait, les parents, en tout cas les vrais, les bons, ceux qui se veulent réellement parents, sont un peu plus... généralement, un parent avisé est protecteur. Un parent avisé est toujours protecteur. Un véritable parent cherche toujours à protéger. Quel que soit l'âge de son enfant, il cherche toujours à protéger. Vous avez même des parents qui vivent très loin de leurs enfants, qui sont vieux, les enfants sont devenus des adultes, mais quand ils apprennent des choses, ils appellent, ils disent ce que tu veux faire là, je suis pas d'accord, ça ne va pas t'apporter de bien. J'ai appris que tu étais ici, tu étais là, et jusqu'à les enfants disent aux parents, je suis grand maintenant là, accorde-moi la paix. Et la maman qui dit, tant que tu seras vivant, tant que je serai vivante, tu seras mon enfant. Et j'ai le droit de me prononcer. Oui, j'ai récemment entendu une maman de plus de 70 ans dire à son garçon de 43 ans que on nous collons, on me le boutamo. Et le gars dit, mais comment tu peux me dire à moi 43 ans que j'aime le boutamo? Il dit, mais nous collons. Donc ils font partie justement des grands qui sont petits là. C'est ce dont tu parlais. Non. C'est que la maman, elle est restée parente protectrice jusqu'à cet âge-là. Donc ça veut dire que si on a aujourd'hui justement des ados ou des jeunes filles qui sont victimes justement des prédateurs sexuels, c'est parce que on a perdu de vue aussi peut-être ce côté-là d'être protecteur ou d'être regardant un peu, parce que vous avez des oncles, des amis qui viennent à la maison, des voisins qui échangent avec peut-être la petite fille, on le fait petit trop garçon. confiance certaines fois.
naïf. La naïveté est ce qui tue le plus dans ce genre de situation. Certaines personnes, tu vois, les personnes généralement à qui cela arrive, ce sont les personnes bonnes de cœur. Quand tu es tellement bon au fond de toi, que tu penses que tout le monde est aussi bon que toi, que tu le veuilles ou pas, ce sont des choses qui vont s'inviter chez toi. Parce que tu fais confiance en tout le monde. Tu trouves que non, puisque toi tu ne penses en mal de personne, en rien et tout. Un tonton qui t'invite le soir, tu mets dans sa voiture, tu n'as pas dit aux parents. Le tonton vient à la maison, il dit qu'il passait, il a vu votre petite fille, elle est gentille, et il est venu connaître les parents. Puisque le papa il est bon, c'est quelqu'un de bon cœur, la maman elle est joviale, elle est gentille. Allez acheter, revenez. Elle dit que le tonton est gentil, il a apprécié notre fille et tout ça. Et déjà, ce tonton là, il vient à la maison, les parents peuvent se permettre même de laisser cette petite fille là ou cette fille suivre ce tonton juste pour aller acheter un bonbon, aller acheter ou faire des courses, aller revenir tranquillement parce que c'est un voisin. Et tu as même des parents qui disent et nous en sur tonton ou bien des trucs des expressions comme ça qui sont des pièges. Parce que finalement, qu'on le veuille ou pas, vous savez, des mots, le monde ne sont pas anodins. Ça vient, ça crée des choses. Et puis quand le tonton va commencer par envoyer des choses, ça fait un argument qui lui permet d'aller rapidement. Puis ce papa et maman même savent que bon, c'est toi Et puis, allez, ça passe. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, c'est peut-être quand on constate les dégâts, qu'on se dit mais que se passe-t-il ici? Mais quand on se retourne, le tonton qui a fait ça, comme je l'ai dit plus haut, c'est quelqu'un qui a une longueur d'avance. Quand lui-même il sait qu'il est en train de produire des dégâts, il prend ses mesures. Et le temps que vous vous en rendez compte, il a déjà quitté le quartier. Le lendemain, vous voulez atterrir chez lui, on vous a dit qu'il est parti il y a 3 jours. Il est parti où vous ne savez pas. Et c'est quelqu'un qui répète. Et des fois, même ces jeunes et ados n'en parlent pas. Ces enfants, généralement, ne parlent pas. Il y a des menaces certaines fois qui les font taire et tout ça. Et il y a des prédateurs sexuels, pour certains, qui ne savent même pas qui sont des gens comme ça. Alors, Lina, est-ce que tu es tombé sur des gens comme ça qui savent pas qu'ils sont prédateurs sexuels et qui tombent sur toi dans le jargon, dans le sens figuré, parce que papa il écoute l'émission. Dans le jargon, et puis tu te rends compte qu'en fait celui-là, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est Bon, d'abord. Enlever la culotte. Il y a un petit point que j'aimerais ajouter à ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de vérité. Le conseiller Laurent. Oui, le conseiller Laurent. Voilà, Laurent Afoudi. C'est plus facile, tu vois, les gens vont savoir que on s'entend bien, qu'on n'est pas là que les samedis, tu vois. Oui. Voilà, Mais il faut aussi dire que dans nos communautés, en tout cas de ce que je sais, à Lomé simplement, quand un enfant fait cas de quelque chose qu'il a observé ou de ses doutes vis-à-vis du comportement d'un tonton qui vient ou d'une tata qui est censé le ou la garder, les parents n'y croient pas. Tel m'a touché là au Tchanlou. C'est quoi? On ne l'écoute même pas jusqu'à même dire au Tchan même c'est un luxe. Dans certaines familles, tout ce qu'un enfant dit, tu es un enfant, on ne te croit pas, tu rêves, tu ne vois pas bien. Ou on dit des vieux blagnons. Je sais pas, c'est ça non? Toi là-bas, avec un Robin tout ça là. Et tout ça, tais-toi. L'enfant va se renfermer. Et le pire va arriver, vous dites mais comment ça se fait et tout. Ou même l'enfant en a tellement vécu que finalement cet enfant-là va baigner dedans. Il y a une jeune dame dans un pays dont je tairai le nom africain qui a été abusée par un monsieur que sa maman connaissait. Mais comme on ne voulait pas la croire, elle est tombée enceinte. Finalement, elle a perdu son enfant et elle est devenue prostituée. Parce qu'elle a dit que son corps n'a plus de valeur tellement. Exactement. D'abord, on n'y croit pas. Voilà. Et finalement, c'est dégoûtant. Mais bon, finalement, tu peux faire ça et gagner de l'argent. On change ton mindset finalement. Voilà, il y a un déclic là, il y a un truc qui se casse. Le fait de ne pas écouter, prêter attention à ce que disent les enfants, leur faire confiance,
ou simplement soi-même s'ouvrir pour que l'enfant sache que mais papa n'est pas un super-héros, maman n'est pas une super-héroïne. Elle fait des erreurs, elle se trompe. Elle a des faiblesses, donc j'ai le droit de me tromper aussi. Donc, papa a dit pour lui, ah ok, moi aussi je peux dire pour moi. Et ainsi de suite. Là, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter en communiquant. Oui, notre philosophe du jour, permettez que je dise ça. Vous voulez ajouter quelque chose depuis, dites-moi. Vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure par rapport au dire du conseiller Laurent Afoudi, je pense, ou pas? Oui, mais finalement je me retrouve. Vous vous retrouvez pas. Bon, d'accord, c'est pas grave. On est dans un train là, donc du coup, c'est un TGV. Ah, du coup, est-ce que je peux compléter? Ah, ok, ok. Bon, on les laisse. Bon, j'aimerais, dans ce que nous disons, c'est une question d'éducation. Et en matière d'éducation aujourd'hui, il est important que les parents comprennent que les pas de danse ont changé parce que le rythme du tam-tam a changé. Il y a des parents qui disent mes parents ne m'ont pas parlé de sexe. Je ne peux pas parler de sexe à mes enfants. Et la nature ayant horreur du vide, quand parents ne parle pas de sexe à ses enfants, quelqu'un va le faire. La rue ou d'autres choses le feront de la mauvaise manière et vont semer de mauvais grains dans les enfants. Il est important que les parents soient proches de leurs enfants. Il est important que les parents encadrent leurs enfants et les accompagnent petit à petit à affronter les choses dans la vie. Aujourd'hui, les enfants passent plus de temps avec leurs camarades qu'avec leurs parents. Et quand c'est comme ça, comprenez que c'est écrit dans un livre, vous envoyez vos enfants à l'école, mais ce sont ces pères qui les éduquent. C'est pas l'enseignant, c'est les camarades des enfants. Alors si vous avez un camarade qui est détraqué, qui lui a les gènes justement de son père, prédateur sexuel attitré, il va s'exercer avec votre fille. Il va mélanger les autres. Et puis quand l'enfant qui a quitté la maison le matin n'est pas l'enfant qui retourne à la maison le soir. Et quand les parents n'ont rien appris de ce que l'enfant a gagné aujourd'hui, ce qu'il a gagné demain, après-demain, un autre enfant se forme. Vous lui dites de ne pas voler, mais vous êtes surpris de le voir en train de voler, en train de fumer. Donc, cette présence des parents au côté des enfants est extrêmement importante. C'est vrai. On voit, il y a des parents qui envoient les enfants d'un certain âge, de 2 ans, 3 ans, va payer de l'eau. La petite déambule dans la rue, on ne sait pas c'est à qui. Et puis c'est vrai, le facteur pauvreté aussi joue certaines choses. Mais quand on est pauvre, ne faisons pas des enfants. Oui, alors. Non, il est important que le conseil Laurent l'a dit. On a qu'à se protéger, s'il vous plaît. Donc ça c'est la petite parenthèse. Le conseil Laurent l'a dit. On apprend à devenir parent. L'être humain est le seul être qui apprend tout. L'être humain est le seul qui apprend tout. Donc si on n'apprend pas aux gens à devenir parents, et ça s'apprend à la maison, la façon dont mes parents m'ont éduqué me permet d'éduquer plus tard mes propres enfants. Puisque on transmet ce qu'on est, mais on dit ce qu'on sait. Il est important que les parents comprennent que c'est vrai, on a besoin d'argent pour subvenir nos besoins, etc. Mais si il faut aller chercher l'argent à telle enseigne que on laisse les enfants être éduqués par la rue et d'autres choses, c'est les choses l'argent qu'on aura gagné pour construire maisons et voitures et autres, ces enfants qui n'ont pas été éduqués viendront les détruire. Finalement, ça servit à quoi? Ça, c'est le cercle familial. Après, il y a d'autres enfants qui sont abusés, mais qui sont des enfants de la rue. Voilà, donc ça sort du cadre dont nous parlons. Mais en même temps, c'est que si on n'avait pas fait ces enfants-là, ils ne seront pas dans la rue. Donc, du coup, il y a un début. Tu voulais ajouter quelque chose à la question que tu as posée, à savoir si j'ai connu des prédateurs sexuels. Si on te fait la cour, quoi. Oui, il y en a. Il y en a, mais il y en a. Quoi, c'est écrit sur leur front, tu vois le truc, toi, tu détectes en même temps ou comment tu fais? Mais non, mais ils ont une pancarte. Non, mais ils communiquent. C'est pas une campagne, hein. On a déjà fini avec ça, s'il vous plaît, Laurent. Ne reviens pas là-dessus. Ils communiquent. Ils communiquent comment? Ils communiquent. Des vibrations, possible aussi, mais quand même ils peuvent s'intéresser à ce que tu fais.
Et il te parle demande, de... voilà, c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu fais, ainsi de suite. Donc toi tu les détectes en même temps quand ils commencent par... Non, j'écoute. Ok. J'écoute et je me renseigne. Et pour quelqu'un de connu, dont je tairai le nom, il a le même process pour les filles, oui, les filles qui ont envie d'émerger dans un domaine spécifique. Ok, d'accord. Et dont il connaît les rouages. Disons bon, on va pas prendre la photographie pour ne pas créer de malaise à qui que ce soit. Disons qu'on est... tu es une dessinatrice, par exemple. Donc, dans le milieu, tu sens qu'il y a un dessinateur qui a une approche similaire avec toutes les filles qui dessinent aussi. Donc, tu te dis, celui-là, en se renseignant entre filles... Ça dépend de ce qu'il te dit. Ok. Mais en même temps, on ne va pas, comme dit, cataloguer tout le monde. Il faut croire en cette petite lumière et manager avec et programmer mentalement la personne. Il faut se connaître. Du coup, quand tu sais que telle personne arrive et c'est comme ça qu'il fonctionne, tu t'es renseigné, tu passes en mode attaque et toi-même tu le programmes mentalement à bien se comporter. D'accord. Du moins c'est avec toi, quoi. Mais ça c'est quand on est un peu d'un certain âge, parce que pour les plus petits c'est pas évident. Donc les plus petits il faut vraiment les protéger. Il faut en parler aux parents. Les parents devraient là, communiquer. Bien sûr, quoi. Devraient forcément communiquer en fait. Voilà. Il y a un témoignage de Madame Greta Waklati qui est donc écrivaine, qui est la responsable de l'association 1, 2, 3 Togo, justement, qui nous parle d'un témoignage. Parce que quand on dit ces genres de choses, des fois, les gens, dans leur mindset, ça passe pas, quoi. Ils se disent non, 1 an, 2 ans, 3 ans, garçon se faire violer, pour eux, ça n'a pas de sens. Mais elle, voilà, c'est un sujet qu'elle maîtrise. Bonjour Alain, bonjour les auditeurs. Je me présente Madame Greta Waklati, écrivaine et présidente de l'association de 3 Togo. Le problème des prédateurs sexuels est malheureusement un phénomène récurrent qui existe depuis très très longtemps. Maintenant on découvre cela parce que il y a les réseaux sociaux et aussi parce que les enfants ont commencé à parler. J'ai eu à gérer 2 cas, 2 de mes protégés ont subi une agression sexuelle parce que ces enfants dormaient dans le marché de Hanukopé à l'époque. C'était en 1999. D'ailleurs, je l'ai écrit dans mon premier livre intitulé L'enfant qui ne vient pas. C'était 2 petits garçons. Leur maman est décédée. Ils vivaient avec leur tante qui ne pouvait pas les assumer financièrement. Donc, les laissaient partir travailler dans les marchés. Et ces 2 enfants ont subi des attouchements sexuels. Le petit et le grand ont eu un viol carrément d'un papa de la capitale. Les enfants les appelaient papa de la capitale et papa de Lomé. Voilà. Et c'était très difficile à l'époque parce que c'était un sujet tabou. La sexualité reste encore un sujet tabou chez nous, même s'il y a eu un peu d'évolution par rapport à ça, mais pas dans le bon sens. L'évolution, on voit sur les réseaux sociaux que les enfants se déchaînent, les enfants mènent une vie sexuelle débridée, mais globalement, dans la généralité, on peut dire que les parents, certains parents restent encore absents sur ce sujet, sur ce débat. Donc oui, moi j'avais géré ce cas, j'avais géré le cas avec des enfants. Il y avait un commissaire à l'époque qui nous a aidés et les enfants ne sont plus dans la rue aujourd'hui. Ils vivent dans leur famille et ils sont très épanouis. Mon seul souhait que ces enfants oublient, les 2 oublient cette période sombre de leur vie. Les parents montent le ton. Sur Taxi FM. On corrobore justement cet état de fait justement pour les enfants de la rue. C'est des choses qu'on voit très souvent. Parce que des fois, quand on les voit dans la rue, on se demande où sont les parents. Et ils sont de plus en plus nombreux. On se demande quoi, c'est une norme sociale, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Ouais, c'est comme un logiciel auquel on fait de mise à jour. Donc, plus on fait de mise à jour, plus ça évolue, quoi. Donc, c'était un logiciel 2.3. On a fait la mise à jour, ça fait 2.4. Et un matin, on vous dit, il n'y a même plus 2.5, vous avez 9.5. Le truc. Ce qui veut dire que ça a pris une avancée vraiment
à la vitesse de la lumière et puis vous vous rendez compte, c'est comme dirait quelqu'un. Ils sont de plus en plus ingénieux justement. Oui, oui, et cette ingéniosité des enfants, en fait, on ne sait pas d'où ils l'ont tenu. C'est prédateurs sexuels. Et les enfants, les prédateurs sexuels. Vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de choses ont évolué très très rapidement. Très rapidement, même les compétences aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, excusez-moi, qui permet d'avoir des informations que même votre enseignant ne peut pas vous donner. Très très rapidement. Parce que, on était là un matin, on se réveille, on dit, il y a intelligence artificielle. Donc tu lui poses une question sur ta famille, l'intelligence artificielle te répond correctement sur ta famille. Et puis tu te demandes, ces gens-là, comment ça s'est passé? Non, c'est comme ça que c'est programmé. Donc les choses ont tellement évolué que avec le téléphone, les réseaux sociaux et tout, eux aussi, ils ont mis à jour le logiciel. Ils ont fait avancer les choses. Et je te cache pas que il y en a presque partout, hein, presque partout. Elle a dit tout à l'heure qu'il y en a même dans les maisons et partout. Dans les églises, les maîtres choristes, c'est une catégorie ça. Les dirigeants de groupes musicaux, ainsi de suite. Oui, moi j'aime pointer des doigts les gens. En fait, tu veux me créer des ennuis. Non, tu n'auras pas d'ennuis. Je suis toujours vivant, je vais endosser. Non. Parce que si on ne crève pas l'abcès, on ne va pas pouvoir guérir le mal. Ils sont partout et tout à l'heure on va écouter un témoignage. Oui, ils sont partout. Et moi j'étais dans un cœur que j'ai quitté à cause de cela. Le fondateur du cœur, il n'avait Dieu que pour ça. Donc, au point où, à un moment donné, moi, en tant que premier responsable, en tout cas, le premier responsable élu du cœur, j'ai été obligé de dire, mais ça ne passe pas. Je ne peux pas être là, que ces choses se passent devant moi et que les filles ou les femmes, c'est une façon des femmes mariées. Et en fait, eux, ils n'ont pas de... Comment ça s'appelle? Ils n'ont pas de limite, quoi, en fait. Non, c'est une maladie, c'est quoi? Est-ce que je vais parler de maladie? Vous savez, il y a Marthe qui aurait dit quelque chose. Et tout le monde n'a pas vécu une bonne enfance. Une enfance épanouie. Les gens connaissent des situations difficiles dans leur famille. Et M. Atubé a dit qu'il y en a qui ont hérité. C'est comme le criminel né, comme dirait Lombroso. Oui, donc il y a de ces choses-là qui viennent de nos environnements et qu'on transporte avec nous. Et malheureusement, si on n'a pas été assez bien guidé, assez suivi, et qu'on s'oriente mal, on se canalise sur le mauvais côté de la chose. Parce que ces personnes, rassurez-vous, comme je l'avais dit, certaines d'entre elles ne pensent pas être en train de mal agir. Non, pour elles sont en train de chercher solution à leur mal-être. Parce que c'est seulement comme ça que certains arrivent à se défouler. Parce qu'elle a accumulé des choses, elle a vécu des choses. Quelqu'un qui... Et puis, un matin, il faut que lui aussi, il puisse se libérer. Et quand il arrive à faire cela, à faire subir cela à une autre personne, il se sent maintenant en entier. Il se sent apaisé. Et il trouve que ça va. Et l'autre n'est pas ce qui l'intéresse. C'est ce que lui doit faire qui l'intéresse. Peu importe comment l'autre va se sentir plus tard. C'est pas son problème. J'ai un besoin. Voilà, j'ai un besoin. Et quand le problème se pose, il peut trouver des astuces pour calmer, temporiser un peu. Mais quand l'opportunité s'offre, il récidive. Et là, tu disais que tu avais une formule pour détecter. On va revenir à ta détection magique. Et tu te renseignes et tu vois ce qui se passe et tu te renseignes. On dit ça pour sauver certains qui sont dans le cas. Peut-être comment tu t'y prends? Alors, disons que ma chance a été d'avoir fait le deal de faire des études en sciences de l'éducation, sciences humaines. D'accord. Et faire ce que je veux après. Donc du coup, ce temps-là... Ah, c'est ce que tu as dit avec les parents. Oui, je fais ce que vous voulez et vous me lâchez après. Voilà. Ok, d'accord. Non mais ton vieux, il faut que lui, ça doit être un cas à analyser. Comme un Einstein 228. On doit étudier son cerveau. On doit étudier son cerveau à la fin. Donc là, j'ai pu apprendre de quelques notions de psychologie. Et le fait est que beaucoup de gens qui font du mal, par exemple les agresseurs sexuels, ils sont très centrés sur eux-mêmes et ils ne sont pas sensibles à l'émotion des autres. Voilà. Donc même quand la personne à qui il fait du mal manifeste sa douleur, il s'en fout. Oui, il ne remarque même pas. Il est centré sur
son plaisir, sa satisfaction et ce qui est autour de lui ne compte. Mais malheureusement, c'est éphémère. Et donc, après, il peut peut-être regretter. Donc, consciente de étant ce éphémère, genre comme disait tout à l'heure le conseiller Laurent, il recommence. Hein. Oui, il recommence pour encore, retrouver cet instant-là où, pour une fois, il s'est senti très fort, très... Ouais. Et donc, comme je sais que ce n'est pas naturel, c'est accidentel, qu'il est devenu accidentellement, que cet être bon à la base est devenu comme ça, je mets plus l'attention sur ce qui est positif sur cette personne. J'essaie de le nourrir positivement dans mais ma c'est dangereux, hein, dans ma tête à moi, parce qu'il y a moyen de programmer. Bon, je suis chrétienne, catholique, mais je crois aussi à tout ce qui est énergie positive. Donc, je peux croire dans mon coin qui peut changer. Oui. Et croire très très fort et voir la manifestation dans la nature. Donc, comme je crois, je me comporte autrement vis-à-vis de lui. Alors, je vais te poser une question, ne m'en veux pas. Finalement, quand tu es face à des hommes, à la base, tu dois être, je ne vais pas dire inquiète, mais tu te dis, c'est pas le bon celui-là. Ou comment ça se passe finalement, tu portes un manteau pour tous les gars qui t'approchent, ou quand c'est quelqu'un qui a une bonne intention aussi, tu sens et tu te dis, je peux me lâcher, ou il fait partie du profil de papa, ou Non, tout le monde est... Chaque être humain est important dans la vie. Donc, je vois d'abord l'aspect de à quoi je sers, à quoi il sert, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Le casting va être... le casting là, c'est... Si je ne sers à rien ici, je sers à quelque chose ailleurs. Donc, il faut pas... Pour moi, il faut juste voir si est bon. Ok, donc s'il y a un gars qui vient vers toi, il te sert à rien, il sort du lot. Je m'intéresse à où si par exemple, il n'est pas un bon compagnon, il est bon en comptabilité, il va servir dans mon entreprise. J'ai un studio photo JB. S'il n'est pas un bon compagnon et qu'il est un bon mécène, il peut me faire vendre des œuvres d'art. Écoute, j'encourage ce bon côté en lui. Et on peut collaborer, d'accord. Voilà. Jusqu'au jour où on va trouver le bon pion. Oui, pourquoi pas. D'accord. J'aimerais dire quelque chose par rapport au fait, quand vous abordez la sœur Lina, c'est ça, non? C'est un peu comme si, lorsque quelqu'un vient vers elle, quand peut-être elle est partante, le sexe aura lieu après. Non, pas forcément. Moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes personnes qui, parfois, n'osent pas discuter avec le sexe opposé. Parce qu'il y a une crainte, donc il y a une barrière qui est là. Mais des fois, c'est pas le cas. C'est juste échanger, faire des connaissances. Mais quand on est, je veux pas dire rompu, habitué à la tâche, quand quelqu'un vous parle, vous sentez que celui-là, c'est juste des faveurs sexuelles, c'est un plaisir qu'il a besoin. Donc peut-être son expérience à elle peut guider d'autres à être un peu plus prudente, c'est ce que je voulais dire. Et pour moi, quand je prends la situation, le phénomène prédateur sexuel, pour moi, je me dis humblement qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on peut éviter facilement. On va y revenir à ces conditions-là. On disait qu'ils sont ils sont partout. Oui. Malheureusement, le profil, il est... ils sont partout. C'est pas écrit. Et pire, c'est pas écrit justement, il n'y a pas de pancarte sur le front. Et malheureusement, on en a une preuve. Et écoutez plutôt. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio Taxi FM et chers participants de l'émission Les Parents montent le ton. Je suis Condor Mustafa, directeur de GEP, responsable de MK Group International, organe promoteur de la Semaine nationale de la petite enfance et de la famille. Aujourd'hui, oui, en tant qu'éducateur et en tant que parent, je monte donc le ton. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui essaient de manipuler
les enfants et dans le but de les atteindre, surtout sexuellement. Et cela se passe non seulement dans les rues, dans les quartiers, mais aussi dans les écoles. Et vous comprenez par là que parfois, c'est soit un enseignant ou un responsable, un chef d'établissement qui manipule les apprenants à travers des stratégies qui se définissent. Et il faut avouer qu'avant que ces prédateurs n'atteignent donc leur cible, ils créent d'abord un climat de confiance. Ils n'agissent pas en même temps et généralement à l'école, soit c'est le directeur qui choisit peut-être une fille qui vient balayer sa direction, son bureau tout le temps, et il essaie peut-être de faire des cadeaux à l'élève, soit c'est d'autres professeurs qui essayent de manipuler donc ces élèves à travers des notes et à travers des cadeaux, et tout ça va créer un climat pour donc ne pas permettre donc à l'élève, à l'apprenant de se rendre compte très vite. Et à travers ces stratégies, il y a plusieurs autres, mais que j'ai cité entre autres, ils peuvent donc atteindre ces élèves-là sexuellement. Les parents montent le ton. Sur Taxi FM. Il y a quelques semaines de cela, on parlait justement, je pense avec conseiller Laurent Afoudi et coach Eric Bonnat, justement de ces enseignants-là un peu déviants. Donc là-bas aussi, bon, Dieu merci, il y a quand même une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps, grâce à Miss Kokoroko, on en parlait aussi. Mais des fois, il faut faire très attention aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec les enfants quand ils rentrent, il faut souvent discuter avec eux, échanger avec eux sur certains sujets pour pouvoir détecter évidemment si ça se passe ou pas. Parce qu'apparemment, vu cet exemple, il sait de quoi il parle. Oui, il sait de quoi il parle. Et je sais de quoi il parle également parce que ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Tout à l'heure, je me suis amusé à toucher du doigt ou à pointer du doigt certaines catégories de personnes. Évidemment. Oui, il ne faut pas oublier les enseignants, hein, parce que ce sont des gens qui sont en plein pouvoir et qui ont de la facilité avec les élèves. C'est pas toujours en ville, souvent c'est un peu dans les... Non. Un enseignant ou quelqu'un qui se tient devant un groupe donné pour diriger ce groupe, c'est quelqu'un à qui, de manière implicite, on transfère un certain nombre d'autorités, de pouvoir. Donc, que ce soit école ou quartier, maison, une fois qu'on a une petite responsabilité, regardons. Oui, il faut réellement faire attention. Ouais. C'est la raison pour laquelle, généralement, on a des règlements intérieurs, des règlements de fonctionnement, ainsi de suite. Et il y a des limites auxquelles on fait attention dans le comportement des uns et des autres, tout simplement parce que les personnes qu'on confie à ces responsables-là sont des personnes assez fragiles vis-à-vis de ce que l'on veut faire ensemble. Donc, on trouve que lui ou bien elle, autre, cette personne au devant, a beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de compétences ou peut mener l'ensemble à quelque part. Donc, lui, faisant abus de pouvoir ou détournement d'objectifs, peut amener ces personnes sous sa responsabilité à d'autres fins. Et c'est ce qui arrive. Bon, j'ai malheureusement, je dis bien malheureusement, eu l'opportunité de dénoncer certains de ces cas, de ces faits. Et il y en a qui m'en ont voulu, il y en a même qui m'ont menacé de mort. Et je oui. Je lui ai tout simplement dit qu'il peut faire toutes les menaces, pour proférer les menaces qu'il veut. Tant que son kiki ne va pas rester tranquille, et c'est avec les élèves, il m'aura sur son chemin. Eh bien oui, bon, il a fini par me détester, il a pris son chemin, j'ai pris le mien. Parce que, très honnêtement, les enseignants, les responsables d'établissement, surtout ceux qui demandent à chaque fois que les élèves viennent balayer le bureau et tout ça, et eux-mêmes doivent être là. Attention! Et les répétiteurs qu'on ne contrôle pas à la maison, c'est une autre catégorie. Et il y a même une vidéo qui a circulé il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas si c'est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, où on a surpris le répétiteur dans le coin de la maison en train de faire du n'importe quoi avec la petite fille de moins de 10 ans. Et là il fait ça, et après encore il demande son salaire. Il mérite son salaire au moins, parce que il fait le travail pour lequel il est là, seulement qu'il fait des heures supplémentaires non programmées. Et très effectivement, il faut que l'on soit regardant sur ce genre de comportement, parce que ce sont des abus presque partout. Il y a des gens qui conduisent ou qui dirigent, comment vous appelez ça, les camps des ados, le camping, justement, les colonies de vacances et consorts. Voilà, c'est sous des pentes que
plein de choses se passent, et plein de trucs, on dit, tu ne dis rien à personne, hein, sinon personne va te croire. D'ailleurs, et patati patata, l'on se tait. Donc, il faut que l'on fasse réellement attention sur ce genre de comportement. Et je nous invite, nous qui sommes désignés aussi à être devant ce genre de groupe aussi, à faire attention à nos comportements. Ça, c'est clair. Oui. Il y a 2 autres groupes que tu as oublié de citer. Ok. Là où les enfants vont rester là. Les crèches. Non, sinon, je vais commencer à. Mon cœur va commencer à. Les internats. C'est un lieu où ça foisonne. Et il y a, l'autre groupe qui sont les victimes dont on ne parle pas souvent, c'est les stagiaires en entreprise. Ah oui, d'accord. Nous n'avons décidé n'oublions pas que parmi les prédateurs, il y a les prestataires de services dans les institutions étatiques. Je vais parler des Laurent, je vais parler bien des médecins. Je voulais demander les médecins, les gynécos et toute cette classe de personnes là. J'espère que tu n'as pas gynéco, c'est foutu. Non, tu es en direct. Je vais dire si c'est gynéco, c'est foutu là. Non, oui, les gynécos, oui, parce qu'ils sont des gens qui ont du pouvoir. Oui, mais il y a un monsieur qui a déjà sur 10, peut-être un, c'est oui, j'ai pas fait les statistiques, j'ai pas fait d'enquête dans ce sens-là. Il y a un monsieur qui me confiait avoir été qu'il a surpris le gynéco de sa femme en train de faire des attouchements non programmés. C'est que non médicaux. Voilà. Non médicaux. Des attouchements qui sont plutôt sensuels, et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas. Non. Lui, il a créé un scandale. Ah ben oui. Mais oui, parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas se le permettre. C'est pour une raison qu'il a amené sa femme et à un endroit aménagé pour. Mais on veut détourner. Il y a un gynéco comme ça en Europe qu'on a cherché. Il y a la petite blague qui dit, c'est la très belle jeune dame qui vient chez le médecin qui dit, docteur, j'ai un truc au doigt. Et le médecin qui dit, bon, déshabillez-vous. Tu vois, donc elle a un petit peu de doigt. Voilà, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Bon, et dans tout ça, on a du mal parfois donc à libérer la parole. On va écouter de façon enchaînée justement Kaïsan Dominique Ataï, qui est donc l'initiative des ateliers KDA, qui donnait son point de vue en tant que maire, justement, puisque le 1er juin, il y a donc les ateliers de la pensée, justement du côté de My Home Hotel Apart derrière Togo 2000, avec un thème intéressant, donc lumière après la tempête, donc se reconstruire après un abus sexuel. Peut-être samedi prochain, peut-être elle sera avec nous, hein. Donc du coup elle voulait donner son avis en tant que maire, et on écoutera ensuite Marthe Faré qui nous dira comment justement au niveau du collectif Non c'est non, on arrive à libérer la parole en fait, justement par rapport à tout cela. Bonjour Alain et bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir choisi ce thème. C'est un thème qui me parle beaucoup. C'est un thème qui me passionne parce que je trouve qu'il est anormal d'avoir ce genre de situation dans nos écoles. D'avoir nos enfants qui sont livrés aux mains des prédateurs, ça c'est inconcevable. Et c'est bien que on en parle, c'est bien que les enfants ne se sentent pas victimes. La peur doit changer de camp. On a toujours nos enfants qui ont peur d'en parler, mais il faut les encourager à parler. Et jamais, ça c'est vraiment aux parents que je parle, jamais ne mettez en doute la parole de vos enfants. Vérifiez, mais ne minimisez pas tout ce que vos enfants vous disent. C'est très important. Il faut que l'enfant se sente soutenu. Parce que s'il ne se sent pas soutenu, alors à ce moment, eh bien, il ira faire n'importe quoi d'autre. Il ira attenter peut-être à sa vie, prendre des médicaments pour se faire remarquer, etc. Donc c'est important que les parents puissent tenir compte de ce que leurs enfants leur disent. Les enfants, on doit les protéger et non les exposer. En fait, la plupart du temps, les victimes de prédateurs sont à peine conscientes qu'elles sont des victimes jusqu'à ce que quelque chose de très choc les réveille. Parce que, ou soit, elles se rendent compte qu'elles ont été flouées, elles se rendent compte que la personne fait la même chose avec plusieurs autres personnes et finalement, elles se rendent compte que les promesses, l'emprise que cette personne avait sur elle disparaît quand elles prennent justement conscience de ça. Et donc, dès qu'elles prennent conscience de ça,
fois, quand elles connaissent des mécanismes comme les nôtres où elles ont la possibilité de se libérer, elles viennent vers nous pour parler. Ou parfois, quand nous connaissons des victimes ou quand des victimes sont indiquées, nous les approchons, nous faisons un travail d'accompagnement psychosocial qui leur permet de pouvoir se libérer, de pouvoir se confier. De toutes les façons, c'est jamais facile pour une victime ou une survivante, comme nous les appelons, de dire ou du moins de mettre des mots sur ce qui se passe. Il faut du temps et du temps pour que ces personnes-là, pour celles qui n'en sont pas conscientes, prennent conscience de la gravité des faits qui peuvent être reprochés à la personne identifiée comme prédateur sexuel, ou bien complètement elles-mêmes, elles prennent le temps de pouvoir en parler. Certaines avec colère, mais avec également l'appui de psychologues, elles arrivent clairement à mettre des mots sur ce qui leur est arrivé. Et le problème également de ces questions, c'est la justice, parce que la plupart du temps, c'est des paroles contre des paroles. Tant qu'il n'y a pas de preuves évidentes, tant qu'il n'y a pas, les gens n'ont pas pris le soin de documenter ce qui leur arrive, on se retrouve en mode parole contre parole, parce que l'abus sexuel est différent du viol. Là où le viol, c'est obtenir par force ou de manière non consentie des rapports sexuels. Là, dans le cas du prédateur sexuel, c'est avoir des rapports sexuels avec de l'emprise sur la personne. Donc c'est en fait un peu délicat comment on arrive à identifier, parce que la plupart du temps, c'est juste un enchaînement d'événements qui sont interrogés, également la récurrence. S'il n'y a pas eu une seule victime, mais il y a plusieurs, c'est pouvoir écouter, recouper, essayer de voir qu'est-ce qui, d'une manière ou d'une autre, ressemble à un comportement de prédateur sexuel, avec l'appui de la justice qui se charge de démêler le vrai du faux. Et la plupart du temps, les personnes accusées parfois s'en sortent parce que c'est parole contre parole. Et dans ce cas de situation, c'est la personne qui sait convaincre le mieux. Donc voilà. Les parents montent le ton sur Taxi FM. Alors pour éviter d'en arriver justement à ce cas-là, donc parole contre parole, alors moi j'ai donc une petite question pour Lina. Comment tu arrives justement avec papa, vous parlez et maman, vous arrivez à discuter à tel point qu'il y a des profils qui sont qui pendent dans l'air jusqu'à ce que l'un d'entre eux tombe. Comment vous arrivez à discuter? Comment tu t'y prends? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes filles, justement, comme toi, qui n'ont pas la possibilité de discuter, qui n'osent même pas, d'ailleurs, prendre la parole avec leurs parents. Parce que si on arrive à ça aujourd'hui, c'est que les enfants qui ont été victimes de certaines choses à l'école n'ont pas pu le dire à la maison. Donc si on a l'habitude d'échanger, de discuter avec ses parents, une fois qu'on rentre en même temps, on dit « Écoute, maman, papa, le gars, il m'a pris la main, il m'a amené aux toilettes, j'ai pas compris, et heureusement qu'il y avait quelqu'un, on est ressorti, des choses comme ça, quoi. » Donc comment tu arrives à discuter avec les parents? Alors, il faut noter que ma famille n'est pas parfaite. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, donc, une fois que tu es là et que tu es photographe, tu voyages, c'est qu'ils ont fait quelque chose de bien. Attention. Donc, ce que nous arrivons à partager, c'est le fruit peut-être d'une planification qu'ils ont faite tous les deux séparément, puis ensemble, je ne sais pas comment, mais ça s'est mis en place juste comme ça. Et donc, quand j'ai eu 12 ans, disons en début, juste après mes premières règles, on a commencé à parler avec maman. Et papa a commencé à me raconter son adolescence. Comment est-ce que lui faisait la cour aux filles et tout ce qu'il était prêt à faire. Et il disait ça devant maman ou Bon, c'est one-to-one. Ah, chacun son tour, hein. Oui. Parce que il ne faut pas expliquer ses exploits devant la vieille. Elle va le regarder dans l'œil. Elle en est au courant. Elle doit être au courant. Elle va être au courant de tout. Ouais, c'est clair. Donc chacun son tour, hein. Oui, chacun son tour. Mais là, quand il dit ça, vous êtes en mode de sérieux ou bien c'est détendu? Je vais donner des pistes pour ceux qui nous écoutent, quoi. Oui, c'est en mode, au fond, c'est depuis petite, tu rentres. Quand tout le monde se retrouve à la maison, peut-être pas au même moment, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? D'accord. Tu racontes, il raconte. Tu as... l'enfant, moi, j'ai un mot à dire sur ce qu'il a fait. Si c'est pas top, je lui dis... On a très bien compris, c'est super. Maintenant, au moment où ça n'en vient pas... C'est déjà cette habitude-là qui fait que...
qui fait qui fait qu'on s'ouvre. C'est juste ce D'accord. que Alors ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous êtes en train de discuter comme ça, à quel moment vous parlez de sexualité par exemple ou de ses aventures, c'est lui-même qui introduit le sujet, c'est toi qui poses la question, c'est lui qui à tout moment donc, où un matin t'as pas une bonne mine, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que telle personne dont tu m'as parlé c'est à cause d'elle ou quoi? Donc tu as déjà dit à papa qu'il y a telle personne qui m'intéresse ou il y a telle personne qui m'aborde pour parce qu'il... Ok, d'accord. Donc il sait qu'il y a tel et tel et tel qui te font des yeux doux. Oui, ou que mais c'est pas sérieux, hein, tu as balancé les gars comme ça. C'est pas... Il y a une partie qu'elle voulait dire. C'est pas... Ou que c'est moi. Donc tu vois, parce qu'il y a des gars, il y a des gens dans ce pays qui sont pas au courant. Papa Lina connaît leurs ambitions du futur. Et puis des fois quand ils sont là, bonjour papa, ça va, il est content, il dit sa vie. Et le vieux dit, dans son cerveau, il doit se dire, regarde-moi. Ah bon, d'accord, ok, d'accord, je comprends. Oui, du coup, ouais. Non, mais c'est bon. Bon, tu vois. Cette phrase dans il faut parler. Tu as envoyé les gens en pâture. Tu as envoyé les gens en pâture. Bon, on a fini par comprendre. Allez-y. Il y a des gens, ils sont déjà des morts, ils ne savent pas. C'est des morts vivants qui... Non, mais c'est bien. Donc, du coup, c'est comme ça qu'avec papa, c'est détendu. Hein. Voilà. Oui. D'accord. Oui. Donc, même avec maman aussi, elle observait. Même si tu ne dis pas en premier, elle observe après et elle pose des questions. Ouais, c'est comment c'est vraiment détendu quoi. C'est pas tu n'offres pas une bouteille de vin, un truc comme ça, de l'eau, tu lui laisses plomber l'atmosphère et puis tu dis le truc au moment où il est un peu désarmé. Non, rien de tout ça. Non, je donne des pistes aux gens, hein. Rien de tout ça. Il n'y a rien de compliqué. Okay. Tu ne viens pas avec une bouteille de vin, un cadeau, un truc pour qu'il soit désarmé, non. Non. Okay. Ou quelqu'un qui se met à t'appeler plus longtemps que d'habitude, tu vas lui dire que mais au fond ça veut dire c'est déjà un plan ou c'est quoi bon. Ah tu dis à ton père, il y a Kodjo qui m'a appelé, on a fait 13 minutes. Non, papa, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour les bébés. Et tu dis 13 minutes. 2 heures. On a fait 2 heures. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une piste pour non, mais est-ce que c'est une tentative là? Est-ce que c'est un peu bizarre? Est-ce qu'on le garde ou on passe à autre chose? Alors là, tu vois, c'est un véritable casting. Je t'assure. Marco Sony n'est pas encore. Non, le général Marco Sony. Non, le général doit faire cette formation là. Je t'assure. Oui, monsieur. Ce que j'attends et la sœur Lina dit me fait tellement plaisir. Je vous l'assure. Parce que c'est comme ça que ça doit être dans toutes les familles. Parce que et Lina n'est pas tombée du ciel. On a un Bob Marley qui s'est déclenché. Elle n'est pas tombée du ciel. Exactement. Elle est issue d'une famille. Et donc, aucun prétendant ne peut avoir accès à elle sans l'aval de ses parents. Ah, ça c'est normal. Tous les parents sont au courant. Et quand on parle de prédateurs sexuels, c'est des gens qui ont accès aux personnes sans l'aval des parents. Et il est important que tout le monde comprenne que avant d'aller au sexe, il y a une procédure, il faut passer. Et quand on doit passer par ces procédures-là, on ne pourrait pas parler de prédateur sexuel. C'est parce que la société fonctionne d'une mauvaise manière. Chacun vient avec ses règles, sa façon de voir les choses. C'est clair. Or, il y a un ordre établi qui doit être respecté. Tout le monde sait aujourd'hui que quand j'arrive au carrefour et le fer rouge, je dois m'arrêter. Quand c'est ouvert, je peux passer. C'est des règles et il faut obéir aux règles. Mais on a refusé d'obéir aux règles. J'ai une petite amie dehors, les parents ne sont pas au courant, on suggère des choses et donc on peut aller au sexe et en la matière, le prédateur peut s'offrir et peut jouer son rôle. Exactement. Je suis marié, j'aime ma femme et mes enfants à et la pourtant, maison. je vais aborder des enfants dans la rue. Extra-conjugales, le prédateur sexuel est présent sur ce plan. Mais s'il faut respecter les règles en matière de sexe, on ne pourrait pas avoir ça. Et donc j'apprécie beaucoup ce que j'apprends de sa part et je bénis ses parents, je bénis Dieu pour ses parents et qu'il plaise à Dieu que chaque parent puisse arriver à ce niveau. Ses parents sont occupés mais pourtant ils ont du temps pour leur enfant. Et il faut que chaque parent ait du temps pour son enfant. Quand vous avez justement le petit ami de votre fille ou la petite amie de votre fils
qui vient à la maison, que vous connaissez, il peut pas se permettre de jouer le con, parce qu'il sait que je suis connu à la maison, donc on te suit de près. Après, on va avoir aussi la famille, donc tu peux pas déconner. Mais quand on a des gens, des papillons là, on n'a pas d'emprise. Je peux même vous dire que en la matière, il n'est même pas possible d'avoir une petite amie de qui que ce soit, parce que la règle elle est comment? Quand par exemple moi je suis en classe de seconde et une fille m'intéresse, la règle est que mon père doit aller voir son père pour lui dire: mon fils, ta fille intéresse mon garçon. Maintenant, ça, on est dans quel monde là? Mon garçon qui est en seconde va venir me dire que une fille de 3e l'intéresse et le papa va aller pour parler à ce papa là. Ça ne tombe pas, ça ne marche pas. Et donc, puisque c'est comme ça, le garçon ne peut pas aller dire à son père que il y a X ou Y. Et donc la fille dit: puisque tu ne peux pas aller venir chez moi, donc mes parents, ça reste tranquille. Et donc la fille est protégée, le garçon reste dans son coin. Exactement. Et si chaque fille peut obéir à cette règle là, on a réglé beaucoup de problèmes. Mais ça se passe dans la clandestinité et c'est devenu le garçon est un brigand et la fille devient complice du brigand. Quand ça pète, chacun prend sa direction. C'est clair. Et quand c'est comme ça, les dégâts sont innombrables. Exactement. Alors il y a justement des gens qui sont victimes de tout cela, qui ont du mal aussi à savoir comment traiter justement ces sujets-là. Marthe Faré nous en parle. Donc du coup, si vous avez ce genre de problème, que vous n'avez pas en parlé à vos parents, donc le collectif Non c'est Non a la possibilité de vous entendre sans même que les parents peut-être ne soient au courant, et qu'après eux ils peuvent faire maintenant les démarches à gauche à droite pour justement mettre au courant tout le monde. Bonjour, je suis Marthe Faré, coordinatrice du collectif Non c'est Non. Est-ce que nous avons eu des cas réglés en lien avec des prédateurs sexuels? Nous avons eu des cas, particulièrement un cas célèbre, et en fait avec les procédures c'est simple, il faut un dépôt de plainte à la justice, et la justice ordonne une instruction, et c'est à la suite de l'instruction qu'il y aura jugement ou non à la suite des résultats de l'enquête. Mais chez nous, comment nous traitons ces cas? Dès que nous recevons une victime ou une personne qui est venue déposer plainte, nous regardons déjà dans les organisations qui font partie de notre collectif. Nous leur demandons est-ce qu'ils ont des dispositifs pour traiter ce cas, sachant que nous sommes un mouvement de base informelle, non constitué légalement, mais nous sommes constitués d'associations et d'organisations déjà, elles, constituées et établies. Donc dès que nous recevons un cas, nous envoyons ce cas-là en traitement dans une de nos organisations, comme le CACIT, comme le GF2D, etc. Et dès que ces organisations prennent en charge les cas, ils font de l'assistance socio-juridique à ces personnes-là pour qu'on puisse arriver à obtenir justice, déjà rentrer dans le système judiciaire, et ensuite essuyer ces cas-là pour qu'ils puissent obtenir justice. Les parents montent le ton sur Taxi FM. Alors, histoire de dire que ces prédateurs sexuels-là, voilà quoi, donc ils sont pas... il y a des lois quand même, il y a des lois, donc ils sont punissables. Voilà, parce que depuis quand on en parle, malheureusement on aurait dû avoir aussi un avocat avec nous dans cette émission, mais il était très occupé aujourd'hui, on n'a pas pu l'avoir. J'espère que peut-être dans les prochains jours, voilà, la famille va s'agrandir. Donc du coup, il y a possibilité pour tous qui sont victimes de cela de pouvoir aller taper à quelques portes pour trouver une solution, et justement par moment c'est la justice. Mais on parlait tout à l'heure des enseignants, donc ça aurait dû aussi grincer les dents de certains. Il y a une loi aussi par rapport donc aux enseignants déviants. Donc du coup Kondo, c'est bien ça, non? Kondo Mustafa, oui. Donc certifie justement que cette loi existe. Aujourd'hui, nous remercions l'autorité qui a voté une loi, la loi numéro 2022-020, adoptée le 29 novembre 2022, portant donc protection des apprenants, et qui est là donc pour protéger ces apprenants contre ces prédateurs, qui protègent donc les élèves contre les violences à caractère sexuel. Et donc, nous invitons
invitons les parents, la population à rester éveillés. Nous invitons les élèves aussi à rester très éveillés pour qu'ensemble nous puissions lutter contre cet état de fait. Je vous remercie. Les parents montent le ton. Coach Eric Bonin, nous sommes, ou encore Kwame Bonin pour les plus fidèles, ceux qui connaissent, hein, parce que Kwame Eric, c'est pas, voilà, bon, je dis ça comme ça c'est aussi une autre histoire. Bon. Qui est toujours avec nous justement, nous allons évoquer des pistes de solutions par rapport à tout cela. C'est vrai que nous avons donné quelques pistes avec justement le conseiller Laurent Afoudi ainsi que le grand frère Atisson. On va essayer justement d'évoquer, sinon alerter surtout et sensibiliser peut-être les uns les autres, hein. Je suis pas dans votre mindset, coach. Kwame Bonin, avec tout ce que nous avons dit, comment on s'en sort? Il faut s'en sortir, même si voilà, ça se présente plutôt mal. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais de sources très sûres que à la prison civile de Lomé, sur 300 détenus, vous avez pratiquement 275 qui y sont pour délits sexuels. Pardon? Bon, à la prison civile de Lomé. Okay. Sur 300, vous avez pratiquement 250-275 qui y sont pour délits sexuels. Tout type confondu. Ça donne un peu une idée du taux de frustration personnelle que nous vivons en ville. Tantôt, monsieur Atiobe parlait du mal-être professionnel. Ça va bien au-delà. Et moi, je suis tenté même de parler de malédiction. Parce que il y a certaines choses qui se font qui attirent sur nous des ondes tellement négatives qu'on ne peut pas en une vie déblayer tout ça. Et parler de vibration tout à fait. Voilà. Et ça devient un héritage qu'on donne à nos enfants. Eux n'ont rien demandé, ils se retrouvent dans cette noirceur là, sans comprendre ce qui se passe. Ils deviennent eux-mêmes des victimes de ces addictions et ils ne font que répéter un certain schéma préétabli par des vieux pervers avant. Donc c'est une situation pas drôle, mais il y a de la lumière devant, voilà. on va quand même pas rester dans ce schéma complètement obscur. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de profil type pour ces prédateurs, mais il y a quand même des signes précurseurs et il faut les connaître. Il y avait une question que tu avais posée un temps à laquelle j'avais voulu rapidement répondre, mais j'ai noté, j'ai gardé. Il y a ce que j'appelle les mauvaises pratiques familiales qui souvent sont à la base de ces mauvaises habitudes-là. Beaucoup d'hommes qui traînent ces traumatismes, ces frustrations, qui n'expriment pas ce besoin de domination-là, c'est qu'ils ont vécu dans leur enfance dans un certain environnement où il y a eu certaines pratiques qui n'étaient pas bien. J'aime bien toucher du doigt une pratique qui a vraiment bon vent chez nous. C'est la maman qui est seule avec son petit garçon de 1 ou 2 ans. Voilà, ce n'est qu'un petit garçon. Elle va se doucher. Voilà, elle est toute nue à la maison, les seins en l'air, elle se promène. Elle va se doucher, elle emmène le petit garçon. Allez, il vient, on le douche et puis on se douche et puis on sort ensemble. Ce n'est qu'un petit garçon et ça continue 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est peut-être à partir de 5 ans. Bon, ok, on le laisse se doucher tout seul. Mais dès que maman a chaud, bon voilà, elle est torse nu. Ce n'est qu'un petit garçon. Le petit garçon est en train de regarder le corps d'une femme. Et il enregistre. Et au moment où sa personnalité masculine commence à s'affirmer dans son subconscient, il a dans son subconscient l'image mentale du corps d'une femme nue. Donc à chaque fois qu'il voit le corps d'une femme, habillée ou pas, pour lui, il faut que ce corps soit nu. Et tous les moyens sont bons pour arriver à cette fin-là. Conséquence, on se retrouve avec, s'il a une personnalité passive, on se retrouve avec un addict à la masturbation. S'il a une personnalité forte, active, on va se retrouver avec soit un violeur, soit un manipulateur, pour rentrer dans ces cas comme ça, soit quelqu'un qui est agressif. Soit dit en passant, les prédateurs sexuels, il y en a aussi dans les couples. Parce que lui, il le connaît mieux que moi. Il y en a aussi dans le couple avec ça. Mais c'est carrément autre chose. La femme, notre profil a donc, sur la base de ça, moi je dis qu'il y a certaines pratiques familiales
dont il faut prendre conscience et qu'il faut adopter, et certaines qu'il faut absolument élaguer, effacer. Parce que cela crée justement les germes de ce baobab maléfique là qui va pourrir la vie de l'individu adulte demain. Et des fois on n'attend pas qu'il devienne adulte. Il y a eu, bon, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu le cas de ce garçon de seconde, 16 ans, 17 ans, je sais plus, en tout cas un garçon de seconde qui officiellement sous l'effet de l'alcool serait rentré à la maison et aurait violé sa mère. Violé, bon, aurait eu un rapport avec sa mère sous la force. Garçon de 16 ans, baraqué, voilà, donc sa maman elle pouvait rien contre la force physique du jeune homme. De quoi on parle là? Je sais pas si tu vois. Il était où le vieux en ce moment? C'est un cadre monoparental. Voilà. Petite pilule aujourd'hui là. Voilà. Donc, c'est pour dire, ces pratiques-là, aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Il y a certaines pratiques, certaines habitudes qu'on doit réadopter. Mais le problème est que la parentalité n'étant pas inscrite dans le LMD, beaucoup de parents sont des bébés non accomplis qui sont malheureusement devenus parents, soit par accident, soit par je sais pas trop quoi. Et donc eux-mêmes ne comprennent pas tout le poids qu'ils ont en tant que parents. Ils ne le comprennent pas. Ils ne savent pas donc quoi léguer. Ils ne savent pas quelle pratique adopter. Ils ne savent pas quel processus, quelle formule utiliser pour faire des enfants d'aujourd'hui des adultes équilibrés demain. Cela n'empêche, ce n'est quand même pas la fin du monde. Aujourd'hui, il y a une chose qui est importante, à part les bonnes pratiques dont je parlais tout à l'heure. Il faut une très bonne communication sur la sexualité. La sexualité doit être désacralisée. J'admire énormément le cas de Lina aujourd'hui avec sa famille. Mais nous avons là des parents qui ont décidé de désacraliser tout ce qui est tabou dans le cadre de la famille. Du coup, ils ont mis l'enfant tellement à l'aise que pour l'enfant, toute discussion se passe d'abord dans le cadre familial. Ce que papa et maman disent, ces paroles d'évangile, bon, on y va, point, c'est tout. C'est clair. Et c'est ça ce qui doit être. Seulement, c'est que, voilà, parce que les parents n'ont pas pris le temps d'être parents, on pense que c'est dans le silence, c'est dans les cris, c'est dans le coup de poing que réside le pouvoir, que réside l'autorité. Alors que ce n'est pas ça. Et du coup, on a peur que en disant ou en permettant certaines discussions, il pourrait y avoir insolence, manque de respect, il pourrait y avoir déviance, alors que justement aujourd'hui, sous le poids des médias, sous le poids des mauvaises compagnies, sous le poids de ces prédateurs qui sont partout, sous le poids de toute cette société complètement n'importe quoi, le cadre familial demeure le seul bouclier dans lequel on devrait pouvoir tout se dire et mettre justement les mots sur les choses. J'ai l'habitude de dire une chose. Vous voyez là, je suis un adulte et j'arrive à parler, à m'exprimer, à dire les choses avec différents types de mots. Un enfant qui vient de... On a eu ce cas où un garçon était à l'internat, revient à la maison, dit à ses parents, je ne veux plus retourner à l'internat. On regarde ça, l'autre dit, ouais, c'est parce que tu as mal travaillé. Et il traîne les pieds, on le chicote, dépêche-toi. Il retourne, mais le temps qu'on s'en rende compte, son derrière est complètement déchiqueté. Il n'avait pas les mots pour dire avec précision ce dont il souffre. La seule manière de le dire, c'est que je ne veux pas y retourner. Il aurait fallu prendre le temps d'observer, au-delà de l'écouter, d'observer le message physique de son corps. Et par là maintenant, de poser des questions à tâtons pour voir là où ça va vibrer. Et pour maintenant creuser, pour chercher à savoir ce qui ne va pas. Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est tes enseignants? Est-ce que c'est le cours? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Il y aura un sur lequel il va tituber et on saura qu'il y a quelque chose là-bas. Parce que l'enfant n'a pas tout le vocabulaire qu'il faut pour pouvoir dire avec précision que c'est ça là ce qui l'embête. La petite fille qui est à la maison et le tonton vient lui faire des cadeaux et après commence à mettre son doigt. Elle ne sait pas que c'est mauvais. Elle ne le sait pas. Donc elle va dire quoi? Rien.
On dit, mais quand on te faisait ça, pourquoi tu n'as rien dit? Elle te regarde, parce que elle pour le moment, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est un problème. Pour elle, bon, ok, c'est normal, c'est tout. C'est normal. Donc, cette communication, le fait de désacraliser certaines choses permet aux enfants de comprendre, de savoir que mon corps à moi est sacré. Et personne n'a le droit d'y toucher. Et si jamais quelqu'un le fait, j'ai la protection de mes parents. Et j'ai la possibilité, la porte grandement ouverte pour aller et le leur dire directement. Il peut y avoir des mots magiques. Au-delà de tout dit, on dit, je sais pas moi, sexe. Après l'enfant vient et puis il dit à maman, sexe. Pour que maman sache que c'est le mot magique, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire quelque chose de mauvais avec l'enfant sur le chapitre de la sexualité. Donc, question à poser, enquête à faire, réveil, ça dit toute l'alarme, toutes les alertes nécessaires. Tout ça c'est un système à mettre en place. J'ai failli dire en complicité avec les enfants. Or, on l'a dit tantôt, il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge pour ça. Au lieu de devenir méfiant sur tout et tout le monde, il vaut mieux plutôt donner tous les outils, toutes les armes à l'enfant pour que l'enfant nous apporte l'information assez tôt. On parle de l'enfant. Aujourd'hui, il y a des adolescents, il y a des jeunes qui se retrouvent dans des cas comme ça et qui ne savent pas comment faire. C'est parce que l'enfance n'a pas été bien préparée. Lorsque vous vous retrouvez dans des cas comme ça, aujourd'hui, il y a quand même, merci à Marthe avec tout le travail qu'il faut avec l'organisation, il y a quand même plusieurs autres organisations qui existent. Déjà, il y a les églises, il y a les églises qui existent, qui sont quand même censées être un havre non, ici c'est pas la paix, ici c'est la protection. Bon, c'est le mot havre que je n'ai pas utilisé, c'est un refuge. C'est le refuge pour déjà église refuge, t'as des bon, voilà. Bon, dans une certaine mesure, officiellement, de manière normale, l'église est quand même un refuge. Maintenant, au-delà de l'église, voilà, et tant que la famille ne le permet pas, on peut toujours trouver quelqu'un. Je ne vais pas citer de nom parce que voilà, on a tellement. Il y a les coachs, il y a les conseillers par exemple, il y a les conseillers, hein. Voilà. Il y a les coachs, Voilà. Martin le fait gratuitement, mais moi, là, je prends l'argent, je le fais. Merci pour cette précision. Vous l'avez appris, donc c'est tout à fait normal. Ah ben voilà. On a encore une dizaine de minutes. Voilà. Donc au-delà de tout ça, je pense que il faut quand même, en plus de tout ce que j'ai dit, il y a le volet très important de l'africanité. En Afrique, les enfants, on n'y touche pas. Pour la très simple raison que vous allez vous appeler sur vous la malédiction, non pas de l'enfant, mais de toute la famille. Les enfants, on n'y touche pas. Maintenant, les relations de même sexe où on va exploser le derrière des petits garçons, là, c'est une abomination chez nous, ça ne se fait pas. Ça, mettons-nous d'accord dessus. Maintenant, les jeunes dont on profite, parce qu'on a un certain pouvoir sur eux, parce qu'on leur promet quelque chose, ça c'est de la perversité. Et ceux qui le font, j'ai bien aimé la candeur avec laquelle tu dis ces prédateurs là, c'est quand même des êtres humains qu'on peut récupérer, c'est vrai, mais tant qu'ils sont en mode prédateur, eux la raison, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc c'est des gens qu'il faut dans un premier temps punir, sanctionner. Et c'est après leur repentir qu'on pourra éventuellement envisager une certaine récupération pour ceux qui l'auront fait de manière sincère, parce qu'il y en a qui restent dans la manipulation. Donc il y a ce volet là de l'africanité qui veut que les victimes telles qu'elles sont autour de nous, on ne doit pas y toucher. On doit éviter ce genre de choses, parce que au-delà du plaisir personnel que le prédateur a, il y a maintenant toute cette malédiction qu'il va laisser sur lui-même, sa lignée. Beaucoup de prédateurs ont été eux-mêmes des victimes dans le passé. Il y a ça aussi. Il y a ça. Beaucoup de prédateurs ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils n'ont pas pu s'en sortir. Ils se sont enfoncés au point où ils ne repliquent que ce qui leur a été fait. Zapata ne mourra pas seul, vous rappelez. Voilà. Donc ce genre de schéma là, c'est assez compliqué. Mais n'oublions pas, nous sommes en Afrique, rien ne se perd en Afrique. En tout cas. Ça revient d'une certaine manière. Merci coach Kwame Bonin. Avant de se séparer dans une poignée de minutes, je voudrais poser la question justement au conseiller Laurent Foudi. Est-ce qu'aujourd'hui, pour se marier, on devrait former les mariés? Je sais qu'il y a des prêtres, il y a des pasteurs, enfin il y a des couples vraiment qui se marient dans la légalité dans des églises,
qui sont suivis pendant 1 mois, 2 mois, on leur pose des questions, tout ça. Est-ce qu'il y aura pas, est-ce qu'il faudrait pas avoir un permis de mariage pour voir, oui, quelle est la mentalité du monsieur, de la femme. Ça pourrait sauver beaucoup de choses, hein, parce que finalement, on se rend compte que il s'agit pas juste de pouvoir prendre une femme, la mettre sur le lit et puis que 9 mois plus tard, on a un enfant. Ça fait de vous des parents modèles. Donc, à un moment donné, il faut que, comme l'a dit tout à l'heure M. Tissot, il avait utilisé un terme, je ne sais plus comment, bon, en fait, tout a changé en fait. Hein. Donc voilà, le format du disque, il a changé. Donc, Ben, oui, Alain, je le dis toujours, pour tout métier, l'on se fait former d'abord. Pour tout métier. Alors qu'à un moment donné, on doit arrêter d'exercer ce métier, on doit passer à la retraite. Mais la vie de famille, jamais. Seule la mort nous donne de la retraite. À plus forte raison, ce qu'on va faire tout le long de la vie, on se permet de rentrer dedans sans formation. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Je dis souvent, lorsque vous ne vous faites pas former avant de rentrer dans un couple, ou de vous mettre en couple, c'est un peu comme si vous prenez une voiture sans permis. Le policier peut vous arrêter. Si le policier vous arrête, vous êtes sauvé. Sinon, c'est l'accident qui va vous arrêter. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le désastre auquel nous assistons. La formation. Je ne veux pas faire de pub pour parler de mon cabinet, mais mais vas-y, il faut que le cabinet donne tout en même temps, parce que c'est payant. C'est payant. Non, c'est payant. Vas-y. Oui, si moi au cabinet dit oui, c'est bien payant. Dit oui, il est où le cabinet? Le cabinet est à Lomé, à Goué, Carrefour de Lyon. Juste à côté de l'agence Togocel, qui est au niveau du Carrefour. Si j'avais la géolocalisation, j'allais le manteau aux auditeurs. Voilà. Plus de précision. Donc, il fait chez vous. Oui, donc chez nous au cabinet, par exemple, c'est notre spécialité, le matrimonial. C'est ce que je sais faire le mieux possible. Et j'adore quand des gens viennent dire: nous avons l'intention de nous marier, nous aimerions que vous nous accompagniez. Je leur dis d'abord, vous êtes déjà sauvés. Parce que vous avez choisi la bonne part. Se faire former pour ce que l'on veut faire tout le long de la vie. Vous savez, tout le bonheur ou tout le bonheur de la vie part de la maison. La famille et la cellule familiale, c'est la racine mère. Est-ce que tu certifies justement par toutes les rencontres que tu fais que justement le socle familial a un problème? Ah ben oui, c'est ça le véritable problème. C'est parce qu'il y a des problèmes dans presque toutes les familles que la société ne se retrouve plus. Parce que d'ailleurs, par le passé, 2 minutes, il y avait des assises en famille. Aujourd'hui, ces assises, tu les trouves où? Quand papa est introuvable, quand maman s'est évaporée dans la nature, et les enfants, eux, ils se disloquent, ils se remettent ensemble et ils guettent la maison pour voir si le portail c'est électronique, c'est électrique. Ça, quand ça s'ouvre un peu, puis on rentre. Quand ça se ferme, ça s'ouvre un peu, puis on ressort. Finalement, il y a un problème. Donc, la formation pour la vie de couple s'avère impérative. Il faut se former en tant que jeune. Pas quand on a déjà trouvé quelqu'un et qu'on veut se marier avec. Non, on est déjà en retard. Dès qu'on a l'intention, on sait qu'un jour on va se marier. Il faut commencer. Il faut déjà commencer la formation. Est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Parce que quand on dit ça, il y a des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y a est-ce que dans ce... Parce que des fois, vous avez aussi des adultes qui vous disent: ah, quand on se marie pas tôt, c'est problème. Est-ce qu'il y a un âge? Il y a un âge pour se marier. Parce qu'on ne se marie pas à 12 ans quand même. Donc, non, je veux dire âge révolu, quoi. Oui. 30 ans, 30, 40, la loi a prévu réglementairement 18 ans. C'est ce que la loi a prévu. Mais là, on n'est pas encore... à 16 ans, on peut être émancipé en fonction de certaines conditions. Oui, mais autonome. Mais l'âge que je recommande le plus pour quelqu'un qui se veut équilibré, c'est-à-dire tu as un source de revenus et tout ça, et pour un homme, il faut la trentaine. Pour un homme. À partir de le plus tôt, c'est 27 ans pour un homme. La trentaine. S'il travaille. S'il a une source de revenus. Et qu'il ne vit pas chez ses parents. Non. Ça, c'est déconseillé. Ceux qui vivent chez leurs parents qui amènent femme là, je leur dis, retournez en Inde. C'est en Inde qu'on voit ça dans les feuilletons. Sinon, en Afrique... Avec la danse, tout va bien. Ça, c'est un problème. Donc, pour la femme, à partir de 25 ans, je ne parle pas de la génération de femmes qu'on a aujourd'hui. D'accord? Mais la norme voudrait que 25-27 ans. Eux, au plus tard, à 30 ans, c'est intéressant, c'est beaucoup plus. Est-ce qu'elle doit travailler?
ou il faut qu'elles restent sous ça la coupole? dépend du modèle qu'ils veulent de famille qu'elles veulent former. On va revenir sur ça peut-être dans une autre émission, hein, parce que voilà, aujourd'hui il y a des femmes qui disent tant qu'elles ne travaillent pas, elles ne se marient pas. L'autre qui dit bon, je vais chercher travail d'abord, et puis après, ça dépend du modèle de trouver. On ne se marie plus, je veux un autre qui travaille. Donc on va. Maintenant, chez Lina, toi on te garde pour la fin. Monsieur Tissot, en 2 minutes, un conseil à donner aux parents. Oui, pour moi, mon conseil aux parents, c'est la prévention. D'accord. Et la prévention, c'est le bagage éducation qu'il faut donner aux enfants. Les préparer, les accompagner, les rendre forts à ce qui vient du dehors. Pour qu'ils soient forts et quand ça arrive, ils savent comment ils peuvent gérer. Les gens disent souvent, c'est pas l'accident que j'ai couché avec la personne. Mais avant de tomber, ou bien je suis tombé, mais avant de tomber, on glisse. Tout un processus. Là, entre toi-même là, qui marchait avant la glissade et tomber là, tu n'as pas encore compris que il y a quelque chose qui se passe. On voit venir la chose et on fait fi de la chose jusqu'à ce qu'on tombe dedans. Donc il est important que pendant que la chose arrive, vous le voyez venir et que vous arrêtez la chose rapidement. Puisque par exemple, un garçon vous invite, vous une fille chez lui. À la maison. Le lion est dans sa tanière, vous arrivez chez lui, vous ne pouvez rien. C'est quand vous allez comme ça chez un garçon, une fille chez un garçon, vous attendez à quoi? Vous, ce qu'il veut. Juste vous arrivez, on vous donne de l'eau pour vous accueillir, pour vous rafraîchir. L'eau est droguée, vous passez, prenez cette eau, c'est plus tard, on se réveille sur le lit, totalement sur zouk. Donc il est important. En faux zouk. Avec il est important l'esprit n'y est plus. Que les parents forgent leurs enfants en passant du temps avec eux et important. en les préparant. Quand l'enfant sort et voit X ou Y, papa m'a dit ça, maman m'a dit ça, attention, je fais comme ça. Et quand il rentre, comme ça se passe chez Lina, elle raconte, l'enfant raconte et les parents l'écoutent. Et le forge cette histoire qui veut que quand on a 20 ans on n'a pas encore couché, enfin on n'a pas encore fait l'amour qu'on est bête. C'est des histoires, non? C'est des histoires. D'accord. Lina, conseil justement aux jeunes filles qui nous écoutent en ce moment, qui ont peur de parler à leurs parents, de s'ouvrir. T'as un mot à l'endroit justement de ces jeunes filles? Pardon? Ok. C'est payant. La consultation c'est papa, c'est payant ou voilà. Ça ne va pas être l'État doit rechercher ce monsieur là. Moi pour le mettre au service public. Je t'assure. Moi je l'ai vu une fois. Ça a complété sa fonction de retraité. Voilà. T'as vu donc. Un conseil à l'endroit des jeunes filles justement qui ont peur de parler à leurs parents ou qui n'osent pas justement. Alors, le conseil, c'est de trouver quelqu'un autour d'une personne de confiance, une personne qu'elles ont pris le temps d'observer, qu'elles admirent par exemple. Ça peut être à l'église, ça peut être à l'école. Bon, dans les écoles salésiennes comme celle où moi j'ai été, tu peux trouver un prêtre qui, eux, ils sont surtout formés pour les jeunes. Même les jeunes de Lomé peuvent, le week-end, s'il y a un jeune qui a envie de parler à quelqu'un, peuvent aller le samedi là, il y a des gens formés pour les jeunes à foison là-bas. Maintenant, s'il n'y a pas justement ce cadre-là, on veut les parents. Les parents, au fond, ils ne sont pas tous préparés à la chose. Et donc, la façon dont ils vont recevoir ce que vous avez à dire, parfois, ça peut vous décourager. Vous allez vous sentir coupable, vous n'allez pas avoir les solutions qu'il faut. Donc, si vous avez ce genre de parents qui, au lieu de vous aider, va compliquer la tâche, il faut trouver une autre personne. Parce que blessure sur blessure, vous n'allez plus avoir envie de vivre. S'il n'y a pas une autre personne, on les conseille justement le coach Kwame Bonin ou encore le conseiller Laurent Foudy ou Marthe Faré par exemple. Donc on a des solutions.
On a des solutions, ne vous en faites pas. Merci justement à vous pour ce bon moment passé justement sur Taxi FM pour son numéro. Les parents montent le ton. Je remercie tous ceux qui étaient aussi par le bout du téléphone. Marthe Faré, Kaïsan, Dominique Ataï, Monsieur Kondo, Mustapha. On se donne rendez-vous samedi prochain et vous aurez justement en image justement les visages des différents intervenants sur notre plateforme Les Parents Montent le Ton. Justement, on se sépare avec Kaïsan, Dominique Ataï qui vous donne rendez-vous le 1er juin du côté de My Home Hotel Apart derrière Togo 2000. Le 1er juin donc sous le coup de 17h avec les ateliers de KDA. Lumière après la tempête, donc se reconstruire après un abus sexuel, c'est possible. Je laisse justement l'intéressé vous dire beaucoup plus. Nous organisons les ateliers de KDA, qui est un cadre de rencontre, d'échange et de formation intergénérationnelle qui va se dérouler le 1er juin prochain. Ça va être à My Home Résidence Apart Hotel, derrière Togo 2000. Et c'est pour parler de comment se reconstruire après un abus sexuel. Parce que c'est déchirant. C'est vraiment un changement de vie, un changement de mode de vie. Et il faudrait apprendre à se reconstruire après ça. C'est possible de vivre après un abus sexuel. Mais il faut avoir les instruments, il faut avoir les méthodologies. Et lors de cet atelier, nous en parlerons à cœur ouvert. Tout le monde est invité, c'est gratuit et je voudrais vraiment que les gens viennent pour écouter ce que nous dirons. Les parents montent le ton. Que pensent les parents de cette attitude? Les parents montent le ton sur Taxi FM. Tous les samedis entre 15h et 17h avec Alain Mouaka. Participez au face-à-face parents-enfants sur la géniale des radios 93.1 FM. Sur les sujets qui fâchent en appelant sur le 92 60 81 81. Les parents montent le ton sur la 93.1 FM. Ils ne se tairont plus.